Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la cloche, commentez et partagez les vidéos. Bonsoir, mes invités ont tous un sacré parcours et un sacré tempérament, c'est le cas de le dire, à commencer par Olivier de Kersauzon. Oh là là, vous êtes content d'être ici quand même. Ravi, bon, on va continuer. Ça commence bien. Liane Folly, bonsoir. Isabelle Nanty, Dick Rivers, bonsoir. Et Arthur, qui nous rejoindra en cours d'émission. Pourquoi se lancent-ils tous des défis, tout comme Bernard-Henri Lévy, qui risque de nous surprendre ce soir, puisque pour la toute première fois, il a décidé de se raconter en fin d'émission. Mais tout de suite, le sommaire en images. La formidable chanteuse Liane Folly n'a jamais hésité à changer d'apparence et de registre. Elle fonce et elle se fout du camp, dira-t-on. Aujourd'hui, elle a décidé de devenir imitatrice. J'ai changé de vie. J'ai fui Las Vegas, j'ai quitté le vieux. En fait, je suis animateur télé. Quoi ? C'est nul, animateur télé ! Et pourtant, c'est ce qui a fait la fortune et la célébrité d'Arthur. Je trouve formidable qu'ils ne s'en contentent pas et qu'ils se disent pas « j'ai réussi, je peux être tranquille, au revoir et merci ». Est-ce pour se défaire de cette image qu'aujourd'hui l'animateur a pris le pari de devenir comédien ? Qu'est-ce qui fait encore courir l'incroyable Olivier de Kersauzon au caractère bien trempé, c'est le cas de le dire. Il a mauvais caractère, aussi. Et les femmes dans tout ça ? Moi, mon rêve, ça a toujours été d'ouvrir ma tête le matin et qu'il n'y ait pas un être humain à moins de 200 km. Voulez-vous me faire le plaisir de me lâcher ? Non, vous êtes trop brutal ! La comédienne Isabelle Nanty est une véritable tornade de talent. C'est un volcan d'énergie, mais dans un grand velours. Mais a-t-elle vraiment renoncé à l'amour ? Je ne veux pas rester vieux garçon, il doit bien y avoir une solution. Et la solution, Dick Rivers, lui, semble bien l'avoir trouvée. Je gère tout, je suis totalement dévouée pour lui. Serait-ce sa botte secrète pour traverser les modes ? Enfin, rencontre en exclusivité avec Bernard-Henri Lévy. Admiré ou critiqué, il ne laisse personne indifférent. C'est l'être le plus tendre, le plus tourmenté qui soit, sous des allures de grand fauve. Son couple, l'admiration pour son père, ses engagements. Ce soir, BHL répond à toutes les questions. Une grande première pour lui qui n'a jamais parlé de sa vie privée. Je vais au bout des choses, je fais pas les choses à moitié. Bonsoir à vous et merci d'être ici. Vous êtes tous différents et pourtant vous avez un point commun, un sacré caractère et la volonté de vous lancer des défis. Olivier de Kersauzon, qui arrivait tout droit de votre Polynésie, content d'être ici ? Ou difficile ? Ou c'est difficile ? Être dans du pur plastique en votre compagnie, c'est ce dont doit rêver tout individu qui aime les grands espaces. Oui, magnifique, je vous remercie. Oui. Très touché, je suis ravi d'être là, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit sacré tempérament. Oui. Je n'avais pas dit caractère de cochon. Mais le temps qu'on est là, on peut parler, on peut en profiter. Alors, le roi de la mer, bien entendu. L'homme des grands écarts. De l'océan aux grosses têtes sur RTL. Vous êtes, vous, né, Olivier, de Kersauzon, de Pénendref, vicomte. Alors, ça correspond encore à quelque chose ? Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vous remercie de me poser cette question parce que j'y ai jamais pensé, voyez-vous. Qu'est-ce qu'il en reste d'ailleurs en vous de cette éducation ? Certaines délicatesses, une certaine retenue. Et des jeux de famille, un peu, ou pas ? Quand on est vicomte, normalement. Délicate, la princesse, là. Non, mais c'est une certaine pudeur. Une certaine retenue. Retenue. Voilà. Avant de continuer, je vous propose tout de suite un portrait en images. Et on retrouve la mer que vous aimez tant. L'océan, c'est sa raison de vivre. Depuis 40 ans, Olivier de Kersauzon n'a cessé de naviguer sur toutes les mers, de construire des bateaux qui vont encore plus vite pour emmener des équipages encore plus loin.
Avec plus de 9 tours du monde à son actif, Olivier de Kersauzon est l'un des plus grands skippers au monde. Et l'empreinte laissée par le marin dépasse largement le cadre de la voile. Ça va faire quand même au moins 35 ans que ce que pensent les gens, j'en ai rien à foutre. Donc ce qu'ils disent, moi j'aime bien les gens qui font. Les gens qui disent m'intéressent pas. Doté d'un fort caractère, le capitaine Bougon est réputé pour sa personnalité pour le moins atypique. Bon, vous voulez bien évacuer le ponton maintenant qu'on est un peu la peste ? Je dois dire que c'est pas un homme facile, mais comme c'est pas un homme facile, c'est très gratifiant d'être son ami. Il est très contradictoire puisqu'il est à la fois chaleureux et glacial, extraverti et mystérieux. Soyez gentil de disparaître de ma vue. On est loin d'imaginer que ce loup de mer solitaire puisse se retrouver sous les feux de la rampe. Et pourtant, grâce à son humour caustique et cynique, l'amiral devient très vite un pilier des grosses têtes menées par Philippe Bouvard. Question de monsieur Albert Muda. Au Québec, que signifie l'expression « mettre le goulot dans la chaussette » ? Mettre un préservatif ? Non. Non, faire un petit câlin. Se taper une dame. Alors faire oui, un petit faire câlin. un petit Je lui fais de l'amour. Ah ouais. Voilà. J'ai été mettre le goulot dans ma chaussette. Agréable la gonzesse. Mais c'est horrible comme expression. Non, c'est vachement, c'est Et génial. donc nous sommes des chaussettes. Comme ça, vous pouvez venir par paire, il n'y a pas de mal. C'est un phénomène de l'improvisation audiovisuelle. Il est capable de délirer sur n'importe quel sujet. Si on ajoute un 0 à son chèque, il délire en alexandrin. Bref, c'est une providence. Son impertinence, Olivier la cultive dès l'enfance. Issu d'un milieu aristocratique très conservateur, le vicomte Olivier de Kersauzon de Pélandrève se distingue rapidement de ses 7 frères et sœurs en se faisant renvoyer d'une dizaine de collèges. Comme j'avais été interne dans des collèges sordides, il n'était pas question de ne pas vivre au bord de la mer, il n'était pas question de ne pas être libre, il n'était pas question de rentrer dans un schéma où on me dirait à quelle heure je dois faire les choses. Voilà. Donc ça me donnait déjà une orientation précieuse pour l'avenir, quoi. La pension, ça a été pour lui un véritable calvaire. Il n'a pas supporté ça, quoi. Et il allait en pension comme en prison. À 20 ans, une rencontre décisive va lui permettre d'assouvir sa soif d'évasion, celle du grand navigateur Éric Tabarly. Pendant 8 ans, ils navigueront ensemble sur tous les océans. Parce que j'étais petit, on le voyait rentrer avec son grand bateau, puis on le regardait, et puis, je sais pas, on était tous un peu amoureux de son bateau. Peine du Quin. Il admirait profondément Tabarly, il adorait ce côté rock et sa simplicité. Et en plus, je sais que Éric aimait beaucoup Olivier parce qu'il le faisait mourir de rire. En 88, il remporte le Tour du Monde. Pour Olivier, c'est la consécration. Après plusieurs tours du monde, il s'installe définitivement à Tahiti. Mais même dans ce décor de rêve, Olivier de Kersauzon continue d'être un navigateur solitaire. Moi, mon rêve, ça a toujours été d'ouvrir ma fenêtre le matin et qu'il n'y ait pas un être humain à moins de 200 km. Quoi. En bateau, il y a ça. L'isolement, c'est magnifique. C'est quand même ce qu'on a inventé de mieux. L'isolement, c'est le rêve. L'isolement, c'est le rêve. Vous êtes vraiment tombé amoureux de la Polynésie ? Non, bien longtemps. Hein. Ça fait une quarantaine d'années. Ouais. J'avais beaucoup aimé ce décor, mais j'avais pas eu le temps d'aller. Donc je m'étais juré, avant de mourir, de vivre un certain nombre de mois ou d'années autour de cette partie du Pacifique. Ouais. Vous écrivez dans le livre qui est paru aux éditions du Cherche Midi, Ocean Song. Pourquoi en anglais, juste ? Parce qu'en français, ça sonnait pas bien. C'est une bonne raison. Ouais, et que tout ce qui se passe sur l'océan, contrairement à ce qu'on croit, est une histoire d'oreille. C'est à l'oreille qu'on entend, qu'on sait sa vitesse, qu'on connaît l'angle du vent, que ça, c'est ça qui est important. Alors dans ce livre, vous écrivez « Je suis en Polynésie, ce voyageur réconcilié avec lui-même, avec ses rêves, et qui reviendrait dans sa patrie ». Quand je suis arrivé la première fois, j'ai vachement regretté de ne pas être né là. Parce que j'aurais fait des études, j'aurais fait semblant de faire des études comme je l'ai fait en Europe. Mais j'aurais vécu au bord du lagon, je me serais sûrement plus marré que ce que j'ai fait. Et tout le temps réfractaire à l'autorité, tout jeune. Pas du tout. Ah non. Je suis pas réfractaire à l'autorité. Le monde proposé ne m'intéressait pas. Moi, quand les choses ne m'intéressent pas, je suis étanche. On l'a entendu, tous disent que vous avez un fichu caractère, ce n'est pas une légende. Quand on est un commandant de bateau... C'est une coalition. Non, mais j'admets pas ça du tout. C'est vrai ?
j'ai pas un mauvais caractère, je suis tout sauf imprévisible. Moi, les rapports sont très simples. Non, il suffit de faire ce que je dis, c'est simple, non? Ben voilà. Non mais, je suis pas un individu conflictuel du tout. Comme des bateaux, c'est fait pour être commandé. Oui. Non mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est le commandement du capitaine. Il suffit de faire ce que je dis, puis on n'en parle plus. D'ailleurs, vous dites dans votre livre que vous devenez sur un bateau chaleureusement inhumain. Vous le dites vous-même. J'ai mis ça pour me marrer. C'est parce qu'il faut bien que je me regarde avec un peu de dérision, mais je ne le pense même pas. Je suis un peu d'honnêteté, de recul. J'ai l'impression qu'ils le pensent parfois, les autres, et moi, ça me choque. Est-ce qu'à terre, il faut aussi vous obéir de la même façon? Ben non. Justement, le problème... Ça doit être un problème. C'est que sur les bateaux, en plus, on fait des choses intéressantes sur les bateaux. À terre, on ne fait pas des choses intéressantes. L'appel de la mer a toujours été plus fort. Non, mais la première fois que je suis allé sur un bateau, c'était en 48, je pense. J'avais 4 ans, parce que c'était dans l'après-guerre. Il y avait peu de bateaux, les bateaux de pêche étaient détruits. Je me souviens très bien, parce que j'avais le nez à la hauteur du banc où le mec coupait le poisson pour pêcher et tout ça. Un enchantement total. Total. Je me souviens très bien de tout. De tout. La première traversée que j'ai faite, de tout. Mais il n'y a pas un de mes gestes qui n'a pas été fait pour naviguer. Tout a été... Tout. Donc tout ce que vous avez fait, c'était pour pouvoir repartir. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout. Y compris les livres. Tout. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça n'a été que pour ça. Et j'ai été bien payé, j'adore... La mer paie des efforts qu'on donne. Le monde maritime vous renvoie à des bonheurs insensés. C'est des moments de bonheur presque parfait. C'est l'absolu, hein. C'est pas loin. Hein. C'est pas loin, hein, comme vous en parlez. Ouais. Mais c'est vrai, c'est pas loin. Moi, c'est une chance énorme. Le seul manque qu'il peut y avoir de temps en temps là-dedans, et encore. Parce que c'est un manque. C'est des présences féminines, tout ça. Mais, quand même. Oui, mais c'est... Sans océan, il en faudrait beaucoup. Mais dès qu'il y a de la mer, il y en a moins besoin. Mais en fait, ça va être un raccourci, vous allez hurler. Aucune femme n'aurait pu vous retenir à terre. Ah bah non. Oh, non. Non. J'aurais aimé voir. Ah c'est même pas pensable. C'est même pas pensable. C'est même pas pensable. Mais je crois que c'est pas propre à moi. Tous les hommes de mer, c'est leur histoire. Hein. Rien ne doit les retenir, rien ne les retient en fait. D'ailleurs, c'est ce que vous dites. Hein. J'ai arrangé ma vie, c'est toujours dans le même livre, pour qu'elle ne me retienne pas à terre. Sérieusement, la compagnie d'une femme... À certaines heures. Non, mais on va dire au quotidien, impossible. Non. Alors, d'une femme, qu'est-ce que vous attendez? Rien. Non, là, de ce côté-là, j'ai suffisamment d'expérience pour rien attendre. Mais c'est pas parce qu'on a... C'est au contraire, une femme, en fait, c'est une île. Voilà. Ça s'aborde comme une île. Ça se visite comme une île. Ça vous marque comme une île. Et ça s'oublie comme une île. Voilà. Ça vous fait rire, Liane. Dites-moi. Oui, parce vous le connaissez un peu, vous. Pas du tout. Comment ça? C'est un peu. Est-ce que c'est un vrai peu et beaucoup parce que je pense que quelque part... Vous êtes connu aux grosses têtes d'ailleurs, non? Oh non, c'est connu il y a plus longtemps. Je le dis ou on s'est connu? Ta gueule. Non, tu me fais marrer. Tu m'as toujours fait marrer. Tu m'as toujours été surpris, ouais, voilà. Mais il m'arrivait de l'appeler parce qu'elle me faisait marrer, oui. Ben voilà, et c'est beau, et ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est beau, quelqu'un qui va prendre la mer et qui vous appelle pour vous faire un petit au revoir et qui dit, on sait jamais, si jamais j'y arrive pas, moi je t'aurais parlé comme ça. Hein, c'est sympa, ça. Faut dire les choses qui nous touchent dans la vie. Moi, ça m'a touchée. Moi, je préfère les choses qui me tripotent que celles qui me touchent. Non, mais c'est vrai. Et en plus, non, ce que je voulais dire, c'est que depuis, c'était vraiment... Alors, parlons des femmes, non, si vous voulez. Mais non, je parle très peu des femmes, moi. Justement, dans votre livre, vous dites la mer, c'est la femme, le bonheur et la solitude absolue. Je trouve que c'est bien de vivre seul et tout le temps. J'ai compris que je mourrais seule. Oui, mais là, j'ai du mal à m'expliquer. Alors expliquez-vous. C'est vis-à-vis du monde maritime dans lequel j'ai vécu et les gens que j'ai côtoyés et que j'ai vraiment aimés, mes bons amis, mes copains, mes camarades. Aujourd'hui, beaucoup ont disparu en mer. Je suis le seul survivant de ma génération.
Et c'est Alain Colas, Éric Tabarly, oui. vous étiez le second. Ouais, et puis Olivier Moussy, Loïc Karadec, Daniel Gillard. La liste, elle est longue. Hein. Et pour moi, c'est une blessure. Et ces années-là sont over. Et voilà. C'est ça c'est cette solitude-là dont je souffre. L'autre solitude d'être tout seul, c'est un délice. Puisque vous la recherchez. Ah, c'est bien. Mais... 24 heures sur 24 avec quelqu'un, ça doit être quelque chose d'horrible. Enfin, je crois. Ouais. Vous ne l'avez jamais vécu? Non. J'ai jamais passé 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Alors, je voudrais qu'on regarde juste un court extrait d'un moment où vous avez vraiment frôlé la mort. C'était en 2004. On en a quelques images et c'était vraiment quelque chose de particulièrement violent. Regardez. Et on ne fait que subir. On est mal, quoi. En 2004, Olivier de Kersauzon s'attaque au trophée Jules Verne, mais très vite, la régate tourne au cauchemar. Dans l'océan austral, les hommes doivent lutter contre un enchaînement de dépressions. À tout moment, le bateau risque de se retourner. Plus question de course ni de record, l'équipage se retrouve en situation de survie. L'ensemble de l'équipage embarqué subit un affaiblissement général. C'est tellement terrorisant quand on sait que la glace est à côté on a l'impression de jouer à la roulette russe. Après 63 jours de galère, l'équipage arrive enfin à Brest. Je me suis précipité à son retour et on a dîné ensemble à Concarneau, je me souviens, 2 ou 3 jours après son retour. Et j'ai trouvé un homme hagard, marqué par la peur, quoi. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Hein. Jean Glavany dit, votre ami, qu'il vous a vu pour la première fois le visage marqué par la peur. Ouais, la fatigue surtout, parce qu'il faut ramener tout le monde à la maison. C'est de la survie, quoi. C'est un bombardement, quoi. Ça n'a pas de sens, ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Mais c'est vachement rare. Ça arrive qu'une fois, quoi. Mais justement, moi, je me demande qu'est-ce qui vous pousse à repartir quand on a connu ça, qui est quand même d'une extrême violence, quand on sait que tous ses copains sont morts. Si c'était comme ça tout le temps, moi, j'irais jamais. C'est vrai, je reviens à cette idée du toréador qui va défier un peu la bête, comme ça. Ça, c'est un beau métier, ça. Ah ouais, je suis sûre que ça. J'aurais bien aimé faire ça, moi. Bah évidemment, c'est la même chose. Ça, c'est un sport que j'aurais bien aimé. Ouais. On a le sentiment aussi que vous avez été très marqué par la guerre et par des personnes autour de vous, dans votre famille, qui sont mortes. Voilà, et comme un sentiment que vous aviez survécu à ça, et peut-être avec l'envie d'aller justement vous confronter à ça, face à l'océan. Le devoir de faire plus, puisque les autres n'en ont pas eu la chance. Il y a ça aussi. Il y a que même quand ça devient dur, et ça peut l'être, il y a quand même un devoir de retourner combattre, et ça, puisque nous, on a le meilleur, il ne faut jamais reculer. Donc il y a ce désir de combat. Oui, de combat, mais pas de défi, c'est pas pareil. Alors, Liane Folly. Je suis prête. Je suis tellement contente d'être là, Mireille. Tellement contente. Alors, Liane, toujours envie de nous surprendre, vous, en changeant de répertoire, en changeant même de look, en vous transformant. Oui, je suis un peu une femme caméléon. J'aime bien ce nom-là, caméléon. Ça aurait dû être mon deuxième prénom. Alors, retour en chanson, en rire, sur votre carrière, du jazz à l'imitation. Oui. Merci, je vous laisse partir dans 2 minutes. Je trouve que vous êtes beaucoup civilisé tout au cours de cet entretien. Regardez vos commentaires pour vous. Regardez-moi gentiment, Olivier. Je vous adore. Bon, mais j'ai pas l'air gentil, c'est vrai, j'ai du mal à avoir l'air gentil. Ça veut pas dire que je suis pas gentil. Mais je sais très bien le fait d'être là, d'ailleurs. J'en suis contente. Merci. Bon retour en Polynésie, Olivier. Voilà, oui, bon voyage. À bientôt. Bon vent. Merci beaucoup, Olivier. Voilà. Et à sa place, on va recevoir maintenant Arthur. Et on regarde tout de suite le reportage là, concernant. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Liane Folly est une formidable chanteuse de jazz, mais aussi une femme caméléon qui n'hésite pas à changer de répertoire et de visage au fil de sa carrière. Elle se fout du camp, dira-t-on, elle fonce et elle avance dans la vie avec une énergie, une pêche que je lui envie par moments. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Elle est
unique de par elle-même, elle est unique de par son côté artistique, de par sa création, de par sa carrière. La carrière de Liane Folly, c'est 20 ans de scène, 12 albums, 3 disques d'or et aussi une victoire de la musique en 1991 avec la chanson Au fur et à mesure. Tout a commencé en 1987 quand la jeune lyonnaise, âgée de 24 ans, débarque à Paris avec André Manoukian, son compositeur et compagnon. Elle obtient alors un rendez-vous avec Fabrice Nataf, à l'époque directeur artistique de la maison de disques Virgin. En les voyant arriver de la gare de Lyon, lui avec sa tête d'Aznavour et elle avec sa passion pour Édith Piaf, j'ai pensé que c'était un peu Piaf et Aznavour qui débarquaient. Ça vient, ça te prend là comme ça fait des choses, blues et roses. Je trouvais ça super, c'est une espèce d'ovni quoi. Un coup de cœur qui le conduira à signer Liane dans la journée. Je suis jeune, j'ai 25 ans, c'est ma première expérience et c'est fantastique. Et là, moi, je te vois arriver comme un débarquement dans la musique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? J'ai commencé à chanter, j'étais très jeune. Enfin, j'avais 12 ans, parce que mon père avait un orchestre, c'est une vieille histoire. La maman faisait les costumes, était derrière la scène. La sœur jouait de l'accordéon, le frère à la batterie. Enfin, c'était vraiment le clan familial. Une manière pour ses parents de retrouver un bonheur perdu en 1962 quand ils fuient l'Algérie. Installés à Lyon, ils ouvrent la droguerie du Sourire avant de réaliser leur rêve, monter un groupe de musique. Toute petite, déjà, elle avait cette aura. Je me rappelle avoir vu quelquefois des gens qui disent « Mais c'est elle qui chante ?» parce qu'elle avait cette voix déjà très grave comme ça. Rock'n'roll ou musette. De ses souvenirs avec Black and White, l'orchestre de son père, Liane en a fait une chanson, La chanteuse de bal. Mais quand c'est à son tour, quand elle prend la lumière, quand sa voix couvre toutes les voix. La chanteuse de bal lui correspond tout à fait. C'est à la fois tonique, c'est à la fois ça décrit un parcours. Elle a eu un parcours peut-être atypique par rapport à une enfance normale, entre guillemets, mais elle assume tout ça divinement bien. Elle a une espèce de manque affectif énorme à combler, probablement plus que certains autres artistes. Liane, elle a envie d'être aimée par le monde entier, quoi. Maintenant, elle fait du stand-up comique, etc. Je sais pas, c'est pour attirer l'attention que les gens deviennent drôles, quoi, je pense. En effet, Liane a une fois de plus changé de registre. Aujourd'hui, elle a choisi de nous faire rire avec son spectacle d'imitation, La folle parenthèse. Bonsoir. Malheureusement, je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Non. Le temps va se gâter très fort. Alors, sur le nord, voyez, tout là-haut, là. C'est terrible parce que tout le bassin méditerranéen, ici, là, et vers la Corse aussi, par là, vers la Corse. Waouh! Je suis tellement contente d'être là. Tellement contente, là, tu sais. J'ai changé de vie. J'ai fui Las Vegas, j'ai quitté le vieux. Qu'est-ce que Liane représente, hein? Mais tellement de choses. J'ai énormément appris aux côtés de Liane. Les 8 ans de vie commune ont été 8 ans très très importants de ma vie. J'en retire que du bonheur. Ma plus belle histoire d'amour. C'est fou. Voilà, un joli parcours, vous êtes émue. Non, parce que je vois tout ça arriver comme ça, avant, après, oui. Ouais. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vraiment l'histoire d'amour avec le public, Liane Folly. Avec le public qui est venu après, mais les planches surtout. C'est l'élément, le premier élément que j'ai aimé sur cette terre. Ce sont les planches, la scène, oui. C'est une phrase qui vous parle, j'imagine. Arthur, merci de nous avoir rejoints pendant le sujet. Je suis ravi. C'est totalement différent. À la télévision, nous sommes face à des millions de gens, mais on ne les voit pas. Il n'y a pas cette vérité qu'on découvre sur scène, qui est instantanée, qui est immédiate. Mais c'est pour ça que quand Fabrice Nataf, que je remercie d'ailleurs, dit dans le reportage, c'est pour se faire aimer ça. Alors curieusement, il doit y avoir ça, mais
pour moi, c'est pas l'élément principal. C'est-à-dire que depuis toute petite, mon plaisir, c'était de donner de l'amour aux autres et de leur donner des choses. C'était un truc de partage. Et la scène a été ça. Oui, Fabrice Nataf dit que vous avez envie d'être aimé par le monde entier et que vous avez un manque affectif à combler. Alors, manque affectif sûrement, puisque né dans une situation très douloureuse, puisque mes parents avaient quitté l'Algérie en 62 et ma mère était enceinte. De vous ? Donc, curieusement, alors à l'opposé d'Olivier de Kersauzon, moi, le bateau, je l'ai très mal vécu, puisque j'étais dans le ventre de ma mère et que j'en ai encore des échos. Enfin, des échos qui sont... qui sont intra-utérins, chère Mireille. Oui. J'ai bossé, j'ai vu des médecins. Ça m'a coûté cher, mais j'ai pas refait que le nez. J'ai refait un peu la tête aussi. Mais non, mais c'est vrai que... Il faut mettre tout ça en place parce que quand on est né dans une famille... Non, mais elle a dû vous en parler. Non, quand on arrive... Tu sais, la communauté Pieds Noirs a débarqué en 62, enfin toute ma famille, et ils étaient vraiment les enfants de Don Quichotte, en gros. Donc, je dirais pas de travail, pas de maison, donc il fallait bien se refaire, à vivre à plusieurs dans un très petit appartement, et en famille, toujours en clan familial. Ça m'est bien resté. Petite, vous en avez gardé le... Ah oui, j'ai des odeurs, je garde. Et puis surtout un état très douloureux, très dépressif, très, très peiné, quoi. La tristesse. Autour de vous, mais le déracinement. Non, mais quand on est petit, on vit là-dedans. Donc moi, c'est vraiment, j'en ai souffert. Voilà, je me suis dit, moi, je vais sauver tous ces gens-là qui ont été malheureux parce que quand même, je sentais en moi quelque chose de très positif. On verra tout à l'heure, mais Arthur, c'est un peu la même histoire, c'est proche quand même. Quelque chose près. Moi, mes parents ont quitté le Maroc et j'avais 18 mois. Je n'étais pas dans le ventre de maman, mais j'étais encore tout bébé, je ne parlais pas encore. Donc j'imagine que vous comprenez bien ce que décrit Liane. Il y a plein de choses que dit Liane qui me touchent, parce que je les ai vécues moi aussi. Bon, nous, on n'avait pas... on avait à manger et on avait un toit. C'était un petit toit et pas beaucoup à manger, mais j'ai manqué de rien de ce côté-là, contrairement à Liane. Mais j'ai toujours eu cette sensation qu'il fallait que je fasse tout pour sortir ma famille de cette condition-là. Oui, c'est ça. Je crois qu'on a une responsabilité, une culpabilité, je dirais peut-être, encore plus quand on arrive en plus et que ça marche. Envie de transformer les choses, envie aussi de vous transformer. Oui. Donc ça, on a vu des visages de vous... oui, Mireille, transformée. Oui, Mireille, c'est vrai que... Non, disons que c'était un souhait d'adolescente, ça. Parce que je me disais, oh là là, et puis à chaque fois, je regardais mon profil. Et puis je me disais, c'est vrai, si un jour, mais comme si je m'étais dit, à l'époque, je m'achèterais une voiture rouge, c'est pareil. Est-ce que vous êtes retrouvée? Parce que souvent, un changement comme ça, juste donné, transforme complètement le visage. Est-ce que c'était vous? Alors, je me suis trouvée. C'est-à-dire que... À l'intérieur, quand je voyais ce visage assez anguleux et avec des angles partout, c'était pas moi. Et quand je me regarde à la glace, et toujours aujourd'hui, 10 ans après, ça fait 10 ans, je me retrouve parce qu'il y avait une certaine harmonie, il y avait des rondeurs, il y avait des choses qui ressemblent plus à ce que j'étais intimement. Ce sentiment de se trouver, comme vous dites, vous connaissez? Non. Ça vous parle? Justement, je vais vous demander. Ils avaient le sentiment de se trouver. Non, mais le sentiment de ne pas appartenir, de ne pas être dans la bonne enveloppe, oui. D'être dans un corps qui est lourd, trop lourd à porter, oui. Je le connais, ce sentiment. C'est mon moteur. Voilà, certainement, j'en sais rien. Je pense que si je n'ai rien fait contre, c'est par peur de perdre quelque chose, parce que je pense que quand on se trouve, on perd quelque chose. Pardon, Liane. Oui. Et forcément, on perd quelque chose. Une vulnérabilité, je sais pas... Non, ça m'a vraiment changé la vie, vraiment. C'est-à-dire que c'était une libération et d'avoir surtout réussi à faire quelque chose que je voulais moi-même et toute seule pour une fois. Liane n'est pas d'ailleurs votre vrai nom, Liane Folly. C'est déjà un changement? Oui, mais ça, c'était voulu parce qu'en fait, je faisais le spectacle. Depuis toute petite, 4-5 ans, j'ai commencé à danser sur scène. Alors, il fallait que j'ai un nom d'artiste. Ouais. Mais oui. Dans le privé, on vous appelle Eliane? Non, on m'appelle Liane. Personne ne m'appelle Eliane. C'était aussi parce qu'on a le sentiment que vous renaissez, qu'il y a une façon aussi de revenir avec un projet nouveau, différent à chaque fois. C'est évoluer et trouver tout ce qu'il faut avec dans sa petite valise pour être heureux. Une quête vers le bonheur, en tout cas. Alors, comment vous est venue, vous, cette idée, Liane? Parce que moi, je me dis, c'est beaucoup plus de contraintes, moins de liberté quand on est un chanteur. Pour moi, ça représente la liberté, la chanson, par rapport à l'imitation. Non, c'est semblable, en fait. Le don d'imitation, je l'ai eu très tôt.
Et je refaisais les sons, j'entendais les sons des animaux, et puis après, plus tard, mes parents avaient un commerce, donc je faisais les clientes. Le soir, quand on dînait à la maison, je leur faisais Madame Machin qui boitait, Madame Machin qui... Voilà. Et petite rigolote, enfin déjà à l'école, tout ça, après les profs, les copines, et puis c'est arrivé avec le temps, et après j'ai commencé les bals. Alors ce qui est étonnant dans ce que vous racontez, c'est qu'on a le sentiment en même temps d'une vie comme ça, assez stricte, et en même temps on voit dans le reportage qu'avec vos parents, c'est un peu le Big Bang, vous partez alors, sur les routes, vous à 12 ans en talons aiguilles, maquillée, oui, j'ai fait mes premières couleurs de cheveux, je devais avoir 13-14 ans, enfin c'était vraiment, c'était précoce, mais tout était pour le spectacle, quoi. C'était comme si on avait notre petite caravane, on allait faire le spectacle, on revenait, ils nous cocoonaient, ils nous lançaient en fait sur le chemin. Vous avez souvent vécu et travaillé avec vos compagnons, en tout cas au moins 2 fois. Je me demandais si c'était pas un souvenir de l'enfance. Oui. Mon père a été mon plus bel exemple. Mes parents, ils ont 53 ans de mariage. Et ils s'aiment, ils s'adorent. On a une famille très unie. Ils mettent la barre vachement haut, quoi. Il faut faire mieux que les parents. Toujours ensemble, ils s'entendent super bien. Ah, mais c'est un modèle. Mais quand on est dans une famille comme ça, je vous jure, c'est super dur après. Et puis là, vraiment... Cas, non, mais là, je vis à nouveau une très belle histoire d'amour avec quelqu'un qui travaille à mes côtés. Aussi. Oui, aussi. Et justement, mais c'est indispensable parce que j'ai pu avoir d'autres expériences et ça ne fonctionne pas. Parce que vu la vie qu'on mène et ce qu'on fait, surtout quand on est une femme, c'est pas évident d'avoir un compagnon qui fait autre chose et qui surtout ne comprend pas toujours tout ce qu'on fait. Ce qui veut dire, Liane Folly, que vous allez continuer avec l'imitation, avec folle parenthèse, parce que vous y trouvez un nouveau plaisir. Oui, mais en la folle parenthèse, je chante, j'imite pas que des gens, enfin les chansons, enfin j'imite des voix, mais qui chantent aussi. Ça fait combien de temps, l'air de rien? Ça va faire 2 ans de tournée en tout, parce que j'arrêterai en juin 2009. Voilà, avec ça fera 2 ans. Et ce DVD qui vient de sortir. Tout récent, et ça c'est mon plus beau cadeau de Noël. Vous êtes dans son prochain spectacle. Non, prochain, oui. Dis la vérité. Elle vous imite bien. Non, c'est-à-dire que Mireille, mais Mireille, non, j'ai pas encore, je commence, mais Mireille a une voix qui ressemble un peu à celle de Ségolène Royal. Sauf que Ségolène Royal, elle est un petit peu dans le titi parisien croisé, mais elle parle très lentement comme ça. Alors que c'est un petit peu plus comme ça, et ça a des trucs qui font Alors, Liane Folly, c'est un peu proche de ça. Mais je suis en train de le bosser. Un peu plus long pour que... Oui, qu'est-ce que je peux dire alors? Ça veut dire que... Une question à poser à Arthur. Non, il faudrait que Mireille bouge les lèvres sans parler et que toi tu fasses les fraises. Voilà. 3, 4. Une question à poser à Arthur, Sauf que c'est un peu plus dans les graves, il faut le mettre plus médium aigu. Il faut être Arthur. C'est moi. Oui, je sais que c'est vous. C'est joli de le dire comme ça d'ailleurs. Alors, moi ce que je voudrais savoir quand même, Arthur, vous qui pourriez être tranquillement, ou en tout cas à la télévision, à vous ennuyer. Moi qui pourrais être tranquillement avec une chez fortune, moi, avec une fortune. N'exagérez pas. Non mais alors, pourquoi vous avez pris le risque finalement de monter sur scène, quitte même à en prendre plein la figure à vos débuts? Parce que j'avais besoin de me sentir vivant. Et je n'ai trouvé que ce moyen-là, et quel beau moyen que de monter sur scène pour aller à la rencontre de moi-même et de mon public. J'étais un prématuré de la télévision, c'est-à-dire qu'à 24 ans, je présentais mon premier prime time. Et en approchant de la quarantaine, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? C'est vrai, à 40 ans, on est encore jeune, on peut refaire une nouvelle vie. Et j'avais toujours dans le ventre cette volonté de monter sur scène et de faire rire les gens. Je l'ai fait à la radio, je l'ai fait à la télévision, et je voulais trouver un nouveau porte-voix. Et je m'étais enfermé dans une espèce de prison dorée, assez agréable à vivre, où chaque matin, je recevais un coup de fil du président de TF1 qui me disait « T'as fait 6 millions de téléspectateurs, 7 millions ». Mais ce n'était que des numéros. Ah oui, vous en faites tant que ça? À l'époque, oui. Et donc, c'était à l'époque où j'avais cette tête, voyez-vous. Puis on vous dit, vous avez des gens qui vous ont regardé par millions, mais moi j'ai envie de les voir. J'ai envie d'aller à la rencontre des gens qui m'ont fait roi depuis 20 ans. Alors, on va en savoir un peu plus parce que vos amis disent aussi, d'après eux, pourquoi vous êtes allé chercher autre chose sur scène. Et on revoit aussi vos débuts, évidemment. Ah ben moi, j'ai rien, je ne regrette rien. Allez, on regarde. Nous sommes là. Pour l'instant, on reste là. Tour à tour rebelle de la radio où il s'autoproclame l'animateur le plus con de la FM, star du petit écran et enfin producteur richissime, Arthur réussit un sacré parcours. Pour vous,
Pourtant, à 40 ans, au sommet de sa gloire cathodique, il décide de se risquer sur scène en 2005 dans un premier one-man show. Ok, tu veux un blue jean, t'en veux un comment? Un salé sur les côtés, râpé sur les genoux. Tiens, regarde, on en a qui viennent des States. Ils puent la truite avec des taches de gras. Non, je vais chercher un jean neuf, moi, normal. Sécurité! En fait, ça fait 15 ans qu'il dit voilà, qu'il a effectivement le rêve de monter sur scène. Puis à force de nous voir tous, là, tous les copains, à s'éclater sur scène, à avoir peur, mais à s'éclater, ça a dû lui donner envie. C'est aussi pour ça qu'Arthur, il a voulu monter sur scène. Il en a marre. Il est pote avec Ellie, il est pote avec Danny, il est pote avec Gad. Tous, ils montent en scène, tous, ils sont super sur scène. Et je suppose que quand ils bouffent ensemble, Arthur doit pas être loin d'être un des plus marrants au dîner. Il se dit, mais pourquoi pas moi? Et ben voilà. Pourquoi pas lui? Et moi j'étais persuadé que vous, mesdames, sous la douche, vous vous savonniez comme ça. Fa, 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 fa. En plus d'être seul face au public, Arthur ose s'inspirer du couple qu'il formait avec Estelle avant leur séparation. Vous savez, quand la tension monte dans l'appartement, il y a des signes avant-coureurs qu'il va y avoir une bagarre. Quand ta femme, elle se met à ranger, vous savez, quand elle fait ça, sa place, c'est là. Les gens, ils s'imaginent un monde où je suis à Saint-Tropez avec ma femme et mes copains vedettes. On m'associe souvent à l'argent. Arthur, c'est le fric. Même si j'en ai, c'est vrai. Mais c'est pas moi. D'habitude, les gens veulent faire du one-man show pour se faire connaître. Et lui faisait un one-man show pour se reconnaître, pour se réconcilier, pour se retrouver. Jacques, c'est moi le vrai. Celui qui est en face de vous depuis le début de ce spectacle. En fait, j'aurais aimé, j'aurais adoré que le spectacle s'intitule Jacques en vrai. Pour réaliser ce challenge, Isabelle Nanty a dû mettre à nu la vraie personnalité d'Arthur, un travail difficile. Je préférerais reprendre un peu. Ça t'ennuie pas? Non, non. On s'est enfermés dans une salle miteuse, toute petite, mais pleine d'âme, pendant des semaines. Et j'ai pleuré. Et je suis rentré chez moi en pleurs. Je faisais 3 heures de répéter avec Isabelle. Je rentrais, c'est comme si quelqu'un m'avait frappé. Je suis comme une baby-sitter. Je suis comme un... Je connais sa part tendre, je connais sa part d'enfance. Et c'est quelqu'un que j'adore. Peu à peu sur scène, comme dans son dernier spectacle, Isho, Arthur se réapproprie son identité. Il redevient le petit Jacques Esbag de son enfance. Allô? Allô, Jacques? C'est Arthur. Arthur? C'est qui Arthur? Bah Arthur, c'est toi dans 30 ans. Hé Arthur, je fais quoi comme métier dans 30 ans? Pompier? Non, pas assez courageux. En fait, je suis animateur télé. Quoi? Mais c'est pas ça que je veux faire, c'est nul, animateur télé! Moi, je viens de nulle part. Je suis né au Maroc, j'ai grandi en France. J'ai une enfance très modeste. Et puis un jour, les portes du paradis s'ouvrent. Et je trouve formidable qu'ils s'en contentent pas et qu'ils se disent pas j'ai réussi, je peux être tranquille, au revoir et merci. Et que d'un seul coup, ils se mettent en péril en allant sur scène. Et à propos, que pense le public de sa prestation? Je le trouve très simple, super et très touchant. Ah, c'était extra. En tout cas, ce que je dois dire, c'est qu'il a réussi. Il a réussi son truc. Et je l'ai jamais vu aussi heureux. J'ai jamais vu son visage comme ça, en fait. Il a un autre visage. Je lui dis, mais c'est incroyable, parce que on dirait que tu vis une histoire d'amour. Histoire d'amour, comme pour Liane Folly avec le public. Et on voit une joie absolument incroyable à avoir. Alors, réussi quoi? Parce que ce qu'on entend, et on va en parler avec Isabelle Nanty, c'est vraiment envie de vous débarrasser de cette image de producteur milliardaire, du produit de la télé-réalité. Je ne renie pas tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais je n'étais pas que le type qui a amené la télé-réalité en France. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Le problème, c'est que j'ai eu une carrière très pop-corn. Ça a explosé d'un coup. En 10 ans, j'ai connu le succès, l'audimat, l'argent, la gloire, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ce que je cherchais volontairement. Puis je me suis aperçu que la vérité n'était pas là. Et j'ai eu beaucoup de chance, et je le dis parce que je ne l'ai jamais dit en face à la télévision. J'ai croisé cette demoiselle là-bas, cette dame. Isabelle Nanty. Qui, je le dis à chaque fois, et je sais que ça l'énerve, elle m'a sauvé la vie. Parce qu'à l'époque, j'allais pas chez le psy. J'allais tous les après-midi chez Isabelle. Et elle m'a pris brute et elle m'a aidé à faire sortir, je ne vais pas dire le meilleur de moi-même, mais ce qui était le plus proche de ce
ce que je suis quand je me couche le soir chez moi, c'est-à-dire Jacques. Arthur, c'est sympa, mais Jacques, c'est moi. Arthur, c'est un pseudo. Donc elle m'a permis de me réconcilier avec moi-même et de sortir de cette prison dorée formidable où tout va bien, vous rentrez au restaurant, vous ouvrez la porte, vous manquez de rien, la vie est belle, mais quand vous couchez le soir, vous n'êtes pas pleinement satisfait. Alors je sais que ça doit déranger plein de gens qui nous regardent, qui doivent se dire la vie est tellement dure en ce moment que comment peut-on se plaindre de cette vie-là? Oui, quand on mais en est tout nanti, cas, elle m'a permis d'aller au bout de ce rêve, parce que d'abord, personne n'y croyait, c'était pas un virage que je prenais. Tout le monde m'attendait avec des fusils mitrailleurs. Alors, justement, comment vous êtes allé chercher, vous, alors il dit le vrai Jacques, enfin Jacques, qu'il est, et non pas Arthur. Vous savez, quand vous répétez avec quelqu'un, il est forcément vrai. C'est la vraie personne. Parce que c'est dur, et Arthur n'avait jamais fait de scène. Je me suis dit, je vais répéter, et puis si ça va pas dans un mois, je lui dirai, bon, te casse pas la tête, rachète les salles, t'as les moyens, enfin, n'y va pas, quoi. Et puis petit à petit, il était tellement humble, il travaillait tellement, et je me suis dit, mais la vache, il va y arriver. À un moment où personne n'y croyait, à un moment où j'étais en dépression totale, ce soleil m'a mis en scène. Et elle m'a pas mis en scène. Ce qu'on dit mis en scène, ça veut dire, oui, tu marches à droite, tu vas à gauche, tu te mets sous la lumière. Non, non. Je dis toujours, elle a accouché, elle a mis ses gants, elle m'a sorti. Et il y avait beaucoup de... C'était le bordel. Hein. Qu'est-ce que vous êtes allés chercher? Arthur, on a ça de bien tous les deux, c'est que je pense qu'on est vrais, alors l'un avec l'autre. Et moi, j'étais un peu gênée par la télé-réalité, pour être honnête. Et que donc, je devais faire preuve d'une grande capacité d'abstraction. Je devais effacer tout un pan de son existence pour me voir comme un avocat qui défendrait une cause atroce. Non, je plaisante. Mais c'est vrai, je suis honnête avec lui. Mais il le sait très bien. Et donc, je ne voyais que le bonhomme. C'est qui dans le cœur et dans la moelle, c'est qui Jacques? Mais est-ce que Jacques et Arthur se ressemblent? Moi, j'adore Jacques. C'est Jacques que j'ai mis en scène, mais je n'ai jamais osé l'appeler comme ça, parce que c'est un degré d'intimité où tout d'un coup, vous dites, bon, toi, ce qu'on t'appelle depuis 15 ans, ça n'existe pas pour moi. Mais c'est avec Jacques que j'ai travaillé, évidemment. Alors, justement, ce pseudo, c'est un pseudo qui était né à la radio, mais avec envie de changer de nom, c'est ça? Je m'appelle Jacques Essebag. Et quand j'ai démarré à la radio il y a 20 ans, il y avait déjà un autre Jacques. Donc, il a fallu que je prenne un pseudo. Et à la mode, il y avait les caleçons qui portaient le nom d'Arthur. Il y avait un beau mec dessus. Je me suis dit, je vais dire que c'est Arthur, et les gens ont cru que c'était moi. Jusqu'à ce que je fasse de la télévision et que ça personne que j'étais pas le beau mec. Et alors, ce qui est marrant, c'est que 20 ans plus tard, quand j'ai revu cette affiche... Pardon, vous ne vous aimez pas? Moi, physiquement, on va dire les 25 premières années de ma vie, regardez, ça c'est moi quand j'avais 25 ans, j'ai été un peu plus loin de ce que je suis aujourd'hui, mais je me suis jamais trouvé, j'ai jamais été content de ma tronche. Plutôt complexé, les blonds, vous, dans l'enfance. J'ai toujours été complexé. J'étais rond, j'ai été élevé à la boulette marocaine et au gâteau. Moi, j'ai pris... après est arrivé mon petit garçon, j'ai fait une couvade, j'ai grossi autant que la mère. Et j'ai commencé à perdre du poids quand j'ai commencé à croire en moi, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'estime pour moi. Ça fait maigrir l'estime. Non, mais je cherche. J'imagine que c'est quand vous avez eu envie de plaire aux filles, tout simplement, en grandissant. En fait, j'ai vraiment commencé j'ai perdu 15 kilos quand j'ai rencontré ma seule et unique femme, puisque je n'ai été marié qu'une fois. Et c'est vrai que je la trouvais tellement démente physiquement que je me suis dit, il faut que ça fait un peu trop la belle et la bête, donc j'avais travaillé un peu le truc. Voilà. Et puis j'ai commencé à maigrir après m'être fait opérer des yeux. Et ça m'a changé complètement le visage. J'étais planqué derrière mes grosses lunettes, voyez-vous. Et donc j'avais un visage très rond et j'ai enlevé mes lunettes et j'ai commencé à maigrir. Et les soucis aidant. C'est surtout que tu t'es vu, enfin. Voilà. Non mais t'as pas tort. Et donc une fois que j'ai enlevé mes lunettes, j'ai commencé à choisir mes partenaires et à les prendre de plus en plus jolies. Parce que vous avez mis la barre haute quand même. Oui. Mais vous savez, c'était pas calculé. Je l'ai croisé. Je croyais que ça n'arrivait que dans les comédies romantiques. Et j'ai rencontré quelqu'un et ça a été le coup de foudre. Et voilà, je peux le dire maintenant que c'est fini. Je l'aurais jamais dit avant, mais maintenant je peux le dire. Donc, on va dire que c'est puisque vous êtes, si j'ai bien compris, récemment divorcé, Estelle. Mais on trouve toujours un problème. Avant, les filles ne m'aimaient pas pour ce que j'étais peut-être. Aujourd'hui, j'ai peur qu'elles m'aiment parce que je suis Arthur. Donc on a d'autres problèmes à régler. Donc rassurez-vous. Moi, ce que je trouve aussi amusant, c'est que dans vos deux spectacles, vous inspirez quand même de votre vie. Surtout dans le dernier E-Show. Parce que dans le premier, mis en scène par vous, Isabelle, en fait, c'était un petit garçon qui n'en revenait pas d'avoir épousé Estelle.
Ex-Hallyday. C'est un truc dément, quoi. C'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est un électrochoc. Je suis au Maroc. 18 mois plus tard, je suis en région parisienne dans un HLM à essayer de survivre et à essayer de m'en sortir, en tout cas. Et 18 ans plus tard, j'ai une réussite même que moi, je ne comprends toujours pas. Et puis, je me dis, à un moment, je rencontre une femme qui est juste un ovni à l'époque. Et je me suis dit, mais alors ça y est, je suis arrivé. Je me suis dit, c'est ça, être arrivé. J'ai la plus belle femme. Puis après, je me suis aperçu que je m'étais gouré, pas avec la femme, sur ma façon de voir la vie en général. Et donc, je suis en quête de ma vérité. C'est du travail, hein. Si on ne sait pas qui on est soi-même, on ne peut pas avancer. Et je l'ai découvert sur le tard. Il est temps que je rattrape le temps perdu. Cela dit, c'est vrai que vous avez fait quand même une sacrée réussite, on peut le dire au passage. À 32 ans, être vice-président, c'est ça J'étais vice-président, directeur général de la plus grosse société de production. Mais c'est vous qui l'avez fabriqué aussi, cette espèce de légende. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le Arthur que vous connaissez, c'est celui qui a été décrit dans les médias, dans la presse. C'est celui qui a été un peu enjolivé. C'est celui enjolivé ou ça fait partie de votre vie, Saint-Tropez, les yachts Les yachts, j'ai pas de yacht. Non, enfin bon, les vacances. Oui, c'est un cliché. J'étais devenu un cliché. C'est ça, vous en avez le marre mec de la a réussi, caricature. qui a gagné de l'argent, qui est une très belle femme. Et j'étais devenu quelqu'un de superficiel, qui apparaissait toujours avec des billets de banque au guignol de l'information. Et puis je me suis dit, c'est pas ça, moi, je suis quelqu'un plutôt de simple, plutôt d'humble. Et j'ai voulu essayer de croiser, montrer aux gens que finalement, je suis plus ce que je suis dans ma vie tous les jours que ce qu'ils croient lire dans les journaux. Voilà. Sujet aussi, franchement, de toutes les rumeurs. Toutes les rumeurs, toutes les polémiques. J'ai des enfants partout, j'ai des femmes partout, on a dit que j'ai fait un enfant récemment, on a dit que j'étais... Rachida Dati, oui. La pauvre, il faut la lâcher, la pauvre. Moi, je dis, il faut la laisser tranquille. Je suis même gêné vis-à-vis de celui qui est le vrai père, certainement. J'ai vendu mon appartement à Vladimir Poutine. J'ai été atteint d'une grave maladie orpheline. C'est ce qu'on lit dans les journaux. Mais ça vous atteint encore? Moi, ça ne m'atteint pas, mais... Quand vous avez vos proches qui vous appellent et qui n'osent pas lire le magazine où il y a marqué « atteint d'une grave maladie orpheline » et que vous lisez le truc, il y a marqué « il est allergique au kiwi », j'ai un moment, ça angoisse, quoi. Donc moi, j'ai passé le cap. Moi, j'ai un petit garçon qui maintenant a 11 ans et demi. Et maintenant, c'est l'âge où les cours de récréation deviennent violentes pour ce type de petit garçon. C'est-à-dire que mon petit garçon, on lui a demandé, il est venu me demander si j'étais vraiment le père de l'enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est là où sont les ravages. Moi, ça me fait rire. Quand on dit que j'ai fait un enfant et une femme, bon, ça m'amuse, 2 minutes, je passe à autre chose. Mais quand votre propre mère vous appelle et vous dit « Bon, tu peux me le dire à moi. Tu peux me le dire à moi, je suis ta mère, tu peux tout me dire. » Là, on se dit que la rumeur, elle est devenue violente pour l'entourage. Moi, je m'en fous. Moi, qu'on me prête des relations avec toutes les femmes, ça ne me dérange pas. Mais même avec vous, Mireille, hein, ça me donnerait tout de suite un petit côté intello, magnifique. Il s'allonge sur le divan et il lui confie tous ses soucis. Mais ce qui m'amuse, d'ailleurs, dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on sent à quel point vous êtes en recherche de reconnaissance et de respectabilité. J'ai envie de dire comme ça. Pour l'instant, ce que je fais, je le fais pour moi maintenant. Justement, parce que j'ai cherché le respect. Pendant 20 ans de ma vie, j'ai fait les choses en fonction de ce que pouvait penser la presse, de ce que pouvait penser le métier ou ce que pouvaient penser les gens. Moi, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Par exemple, vous disiez que pendant un certain temps, vous faisiez des tas de fiches pour plancher, pour savoir. Oui, parce qu'on m'a complexé. On vous a parce complexé. Que quand on arrive dans le milieu parisien et qu'on est invité à dîner et que vous ne connaissez pas la moitié des auteurs dont les mecs parlent, vous faites un terrible complexe où on vous dit « Ah, tu n'as pas lu ce livre ?» d'un air, t'es encore plus con que ce que je pensais. Donc j'ai eu une période où je prenais des coachs qui m'apprenaient des choses, ce qui m'a permis de m'enrichir, de me cultiver. Et puis moi j'ai tous les bouquins, l'histoire de France pour les nuls, Internet pour les nuls, c'est une super collection que je vous recommande. Quand vous êtes insomniaque, vous lisez, vous apprenez plein de trucs et vous récupérez le temps perdu. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Bon, j'ai pas suivi le programme prévu, je devais être expert comptable. Mais je me suis bien débrouillé quand même. C'est vrai. Et vous vous sentez artiste, vous, je l'ai toujours été. Au fond de vous-même, c'est ça. Toujours été. Ouais. Honnêtement, je ne crois pas qu'un animateur télé soit moins un artiste qu'un comédien de cinéma. Nous ne jouons pas des personnages, mais nous avons un talent pas différent et pas plus méprisable que les autres. Dans tous les métiers, on a l'impression que vous en avez souffert. D'ailleurs, vous j'ai jamais souffert. Bon. J'ai souffert du fait qu'on n'a jamais dit, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait 20 ans de télévision, okay, on ne m'a jamais dit ton émission est bien ou pas bien. Vous avez vu, j'ai bien précisé bien ou pas bien. On m'a toujours dit Arthur, il gagne tant d'argent. Ouais. J'en étais frustré qu'on disait cette émission de Intel est formidable ou elle est pourrie, mais moi jamais j'ai eu un papier sur mon travail.
venez juger ça, mon c'est travail. Voilà. Ok. Et puis surtout, on oublie qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance et ma vie, c'est Noël tous les jours parce que je ne me pose pas la question de savoir comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, contrairement à la majorité des gens qui vous regardent ce soir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un luxe, un privilège unique. Mais j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Je crois que c'est un travail, un chemin. Je me suis construit et j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. En tout cas, rendez-vous dans 20 ans. Écoutez, pour voir où vous en êtes, que Dieu me Arthur. prête la santé Jacques, pour revenir pardon. dans 20 ans. J'espère avoir la santé de revenir dans 20 ans. Et on vous appellera vraiment Jacques. Alors quand tu t'appelleras Jacques, il y aura une autre étape après où tu pourras te réappeler d'un pseudonyme Voilà. et je te propose Jack. Jack. D'accord, c'est plutôt pas mal. Pas mal. Bonne Alors, synthèse. Isabelle Nanty, donc je disais franchement une boule d'énergie. Vous ne vous arrêtez pas. Comédienne, metteur en scène, professeur de théâtre. Ça C'est m'est bien arrivé, oui, il y a 10 ans. J'ai arrêté, mais je l'ai fait pendant 10 Voilà. ans. Repéré depuis ce fameux rôle que vous jouiez dans Tati Daniel. Génial. Et maintenant, irrésistible dans Les Deux Canards. Merci. C'est de la récréation. De la récré Ah oui. Ouais. Et le punch, ça vient d'où? Tout ce punch incroyable. Mais moi, je me sens très, très... Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout sportive. Je suis lourde à moi-même. Donc, c'est un petit peu un miracle. C'est les autres qui me font me sortir de moi. Parce que moi, je suis très, très cul de plomb, comme on dit. Pour un cul de plomb, comme vous dites, Pour une vous nymphomane. bougez bien. C'est qu'elle est nymphomane dans On la vous pièce. retrouve... C'est une nympho Mais je vais grave. aller la voir. C'est une grande nymphomane dans la pièce. Dans la pièce, dans la Ah oui, pièce. pas dans la vie. Dans la pièce. C'est une composition. Oui, alors je propose Très réussi. justement, exactement, tout de suite, de vous retrouver au cinéma d'abord, puisque vous êtes aussi, on va le voir dans le film d'Étienne Châtillaise, Agathe Cléry. Voilà, et sur scène. De quoi vous donner le tournis. Et je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir invité. Arthur, Jacques, oui. Jacques, Arthur, j'hésite. Je ne sais pas lequel je mets en premier. Jacques Arthur, Les deux me vont. Merci. On vous regarde. Oh, arrête de faire cette tête. Ça va, ça arrive pas qu'au noir d'être cocu. Tu vas être malade, là. Encore une fois, Isabelle Nanty nous étonne dans Agathe Cléry, le dernier film d'Étienne Châtillaise avec Valérie Lemercier. C'est avec Tati Daniel, il y a presque 20 ans, que ce réalisateur l'avait révélé au grand public. Moi, son interprétation m'a vraiment bluffé de A à Z. Et c'est le mélange de cette façon de voir les personnages et de la bonne femme qu'elle est qui livre quelqu'un d'aussi riche et aussi fort. Non, c'est sûr que ça te change. Mais je t'assure, c'est toujours toi. Isabelle pense toujours que ce qu'elle vient de faire est pas bon. Et c'est une tarée de penser ça. Quoi qu'il en soit, malgré ses doutes, Isabelle Nanty n'a jamais arrêté de jouer. Grâce au rôle de Georgette, la buraliste amoureuse dans Amélie Poulain, elle est devenue plus connue encore. Mais qui saurait dire quelle femme se cache derrière cette comédienne comique et tendre? Son regard, là, la définit incroyablement, Isabelle, parce que c'est quelqu'un qui a à la fois des traits très très fins, des yeux très bleus, qui a comme ça une sorte de douceur d'enfance, comme ça, avec... et puis une détermination tout à coup, une volonté qui s'exprime quand tout à coup son regard se fixe, qui est incroyable. C'est un volcan d'énergie, mais dans un grand velours. Une énergie qui lui vient peut-être de ses origines norvégiennes. C'est évident à qui je ressemble comme ça, je vous le dis tout de suite. Qu'on n'y ait pas pensé avant. Mais incroyable, ça fait 2 mois qu'on me coiffe tous les soirs comme ça et que je me dis je ressemble à quelque chose. Bernadette Chirac. Non. Bon, enfin, Madame Flash, parce que c'est terrible d'avoir un sentiment pareil. Mais comprenez bien, au moment où mon amant va se battre, de me sentir attirée vers son ennemi. Isabelle Nanty interprète une maîtresse femme sans cesse amoureuse dans la pièce de Tristan Bernard, Les Deux Canards. Je t'aime. Mais moi aussi. Mais il n'est pas indispensable que cela paraisse dans le journal de demain. Depuis 12 ans, elle a mis Arthur, Pierre Palmade ou bien encore Gad Elmaleh en scène, dans des pièces ou des one-man shows. Quelquefois, elle fout la merde parce qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense. Mais elle fait en fait tellement avancer les choses. Mais moi, vous savez, je suis très réservée. Plutôt renfermée. Ah non mais je le vois, madame, je le vois. Elle se rend pas compte à quel point on l'aime. Parfois, je pense. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est une déclaration. Il va falloir qu'elle fasse avec. Sur les hommes, elle a
Un truc sur la beauté masculine, de sublimer les hommes, d'en faire des héros. Elle a une vision très héroïque des hommes, Isabelle. Elle vous met en scène comme ça, comme un héros. Donc ça, c'est très gratifiant pour un homme. Voilà, madame, voulez-vous me lâcher le bras maintenant? Non, je ne voulais pas vous brutaliser et vous en profiter. Voulez-vous me faire le plaisir de me lâcher? Non, vous êtes trop brutal. Et voulez-vous me lâcher, petite vilaine? Oh, voilà qu'il m'appelle, petite vilaine. Je me pâme. Exactement, ça vous ressemble. Dans les bras de Jean-Marie Lecoq. Qui est aussi excellent. Dites-moi, alors, tout le monde s'accorde à dire, finalement, que vous n'êtes pas consciente ni de votre talent, ni de votre charme? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me fuis, ça c'est sûr. Mais je ne lis pas les critiques, parce que je ne veux pas savoir. Je n'ai pas regardé les extraits, parce que je n'aime pas me voir. J'aime bien être dans l'action et dans le... Non, je n'aime pas me voir, mais c'est pas très grave. Vous aussi, problème, vous dites, avec votre corps. Mon enveloppe. Votre enveloppe. Alors, une enveloppe qui ne correspond pas à... Qui est lourde. Au sens propre comme au sens figuré. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure si l'estime faisait maigrir. Justement. Je me suis capitonnée de capiton. Et je pense que c'est pour quelque chose. Donc, quand je n'aurai plus besoin de protection, d'airbag, contre les accidents. N'exagérons non, pas. Mais oui. je sais pas. Ça m'est lourd parce que je fais 1m50, quand je veux m'habiller, je peux pas m'habiller comme je voudrais. Donc ça m'est lourd. Mais bon, c'est une anecdote. Oui. C'est une anecdote. Oui, parce mais que c'est une anecdote qui pèse. C'est ça que vous êtes en train de dire. Qui commence à faire roman. Le rire, j'imagine que le rire dans tout ça a une fonction évidemment importante et primordiale. Je ne sais pas. Non, parce que les rôles que j'ai joués étaient des rôles qui rigolaient pas. Oui, c'est vrai. Vous avez abordé la comédie comment? Comme un drame. Comme un drame. Ce que j'allais dire, en fait, il y a quelque chose effectivement de profondément dramatique en vous, qui souvent nous fait rire. Bon, encore là, franchement, au théâtre, dans Les Deux Canards. Ah, mais cette femme vit un drame. Oui, Elle est en train de se noyer. Avec Yvan Le Bolloc, le beau et ténébreux Yvan Le Bolloc. Voilà. Très courtisé dans la pièce, je vous signale. C'est elle qui courtise. Hein. Oui, mais enfin, elle arrive quand même. Si je vous ai laissé entendre que c'était l'autre qui courtisait, quel art. Si je pouvais avoir cet art-là dans la vie. Enfin, il succombe, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, presque... elle les attrape. Elle les attrape, voilà. Alors ça serait ça. Oui. Ah, c'est ça. D'accord. Vous êtes d'accord? Ah oui. Sans blague. Édouard Baird dit, c'est très drôle, que vous portez au nu l'homme, que vous en faites un héros. Oui, oui. C'est l'idée que j'ai de l'homme est très, très haute, très puissante, très rassurante. C'est une idée absolue, oui. C'est bien pour ça que personne ne peut remplir ce rôle. C'est vrai? Que dans les films ou dans les... Oui, bien sûr. À ce point? Bien sûr. Vous, pourquoi? Parce que le modèle, le schéma parental était trop fort, trop haut, ou ça n'a rien à voir? Non, moi j'aime... Enfin, mes parents font un couple exemplaire parce que très équilibré, assez plein d'humour l'un avec l'autre et tendre. Mais je pense que l'époque est plus difficile et moi, c'est trop compliqué et trop... C'est-à-dire toujours déçu par les hommes? Toujours déçu partout. Partout, tout le temps. Non, mais en même temps, je dis ça joyeusement parce que j'adore la vie et j'aime les gens. Sauf que je n'en ai pas fait une misanthropie et je n'en ai pas fait un cynisme, à l'inverse de certains. Non, mais je n'ai pas confiance. Pas confiance dans l'homme? Dans l'homme en général ou dans les hommes? Je trouve qu'en général, la vie nous le prouve tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Non, mais je pense que dans le couple, la personne qui va chambouler votre vie, qui va être la personne la plus importante, pour qui vous allez être la plus importante, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, peut devenir votre pire ennemi. Et c'est une chose que je ne veux plus connaître. Ah, vous l'avez connu, c'est pour ça? Évidemment. Je ne veux plus connaître ça. C'est tout. Et je trouve que la vie va bien comme ça. Franchement, à 46 ans, dites plus d'hommes, parce que vous dites l'amour, c'est fini.
C'est tôt quand même pour tirer un trait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une certaine dose de naïveté et de que j'ai perdu. J'ai perdu la naïveté et je vois tout à fait venir toutes les choses. On me la fait pas. Donc, non, mais ça rompt beaucoup de choses et beaucoup de charme. C'est vrai. Ça va revenir. Non, je m'en fous complètement. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ça n'est pas grave. Hein. Moi, voilà. Et puis, je n'étais pas très douée non plus. Très douée. Pas très douée. Il y a des choses pour quoi je suis douée. Je ne suis pas très douée pour la vie à deux. À deux. Voilà. C'est peut-être ça. Je vous ai vendu cash le truc. Ça y est, on peut passer à des tas d'autres trucs. Là, ça va être difficile de vous trouver un amoureux ce soir. Hein. Là, mais il n'en est pas question. non, mais c'est pas triste. Hein. C'est juste comme ça. Moi, j'ai une vision très, très trash de la vie en général. Ce qui est compliqué quand on élève un enfant, par exemple, parce que j'essaye de lui insuffler quand même un optimisme. Mais moi, j'adore la vie, j'adore les gens. Ce qu'il faut dire pour comprendre, c'est que vous avez, on en parlera peu, mais vous avez une petite fille, hein, c'est ça que vous avez adoptée. On s'est adoptés mutuellement. C'est joliment dit. Oui, parce qu'on exclut toujours l'idée de l'adoption chez l'enfant. C'est vrai. Et c'est énorme le travail que fait l'enfant pour vous accepter. Je peux vous le dire. Mais simplement parce que vous n'avez pas rencontré un homme qui puisse vous donner un enfant, Isabelle Alors ça, c'est carrément biologique ce qui m'est arrivé, en fait. Donc non, ça n'a rien à voir avec un homme. J'ai un corps qui ne peut pas. Et est-ce que ça a compté dans la relation aux hommes? Bien sûr, évidemment. C'est fondamental. Quand on sait ça très tôt, c'est sûr que ça, on ne se sent pas à la hauteur de beaucoup de choses. Mais moi, j'aime la vie. C'est pour ça d'ailleurs que je n'avais pas renoncé à la maternité, parce que j'avais envie de transmettre mon amour de la vie. Mais vous avez gardé quand même cette part d'enfant et d'optimisme que vous transmettez à votre fille. Voilà. Mais je voulais juste préciser quelque chose. Je n'ai pas voulu être mère pour combler un vide. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai travaillé avec des pioches dans mon cerveau avant que ma fille n'arrive, bien avant, 2-3 ans avant, à ce qu'elle ne vienne pas combler un vide, à ce que justement, à ce qu'elle arrive dans un cœur reposé. Voilà. Dick Rivers, donc toujours fidèle, vous, à votre look de rocker depuis les années 60, vous avez triomphé avec les chats sauvages. Non. Il y a prescription, là. 47 ans, on parle encore de ça, mais c'est hallucinant. Fidèle et sans arrêt, en perpétuel, justement, changement. Rebondissement, renouvellement. Moi, je me considère comme un éternel débutant qui essaye de prouver chaque fois, comme si c'était un premier disque, une première scène, essayer de conquérir le cœur du plus grand nombre de gens, quoi. Donc on vous a suivi en tournée à votre domicile, c'est-à-dire on a fait côté public et côté privé, avec votre compagne qui s'occupe formidablement de vous. Et votre ex-compagne. Ah bon? Oui, qui a accepté de parler de femmes absolument formidables. Un homme heureux. Oui. Mais moi, je suis très heureux. Et très aimé. Très heureux. En tant qu'homme, je suis... Mais peut-être que je le mérite aussi. Et alors Isabelle ne le mériterait pas non, d'être mais bien aimée sûr comme qu'elle le vous mérite. êtes? Non, mais elle, c'est un autre problème. Comment ça, c'est un problème? Elle a une telle personnalité, une telle gentillesse, elle se cache derrière, alors que tout le monde l'aime. Alors qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? On parlait de ma femme tout à l'heure. Oui. Quand je me suis préparé pour venir sur ce plateau et que j'ai dit qu'il y avait Isabelle Nanty, elle m'a dit « Oh, je l'adore !» Mais c'est vrai, toutes les femmes non, mais je ne rigole pas. Elle m'a dit « Je les hommes l'adore aussi, comme mais comédienne. » C'est la question. Alors justement, comme homme, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Et Isabelle, après tout ce que vous avez entendu? Attendez, je m'allonge, Dick. Non, mais qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle a un talent fou, et que c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait peur aux hommes. Hein. Bien sûr. Parce qu'elle a tellement de personnalité qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui tiennent le coup devant elle. Hein. Je veux dire, les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui ont trop de personnalité. Hein. Non, mais je suis sérieux. Bon, en tout cas, on va voir que vous avez beaucoup de personnalité, Dick. Ah bon? Ah bah oui, parce que vous avez quand même réussi un tour de force, quand même, hein, avec cette famille recomposée. Ah oui. On regarde.
Voilà Dick Rivers tel qu'on le connaît depuis des années. Le plus américain de nos rockers français est un homme comblé. Depuis plus de 25 ans, Babette le soutient dans toute sa carrière, l'accompagne partout et s'occupe de tout. Je suis vraiment quelqu'un qui n'a besoin de rien à part de lui, c'est tout. En fait, je suis là juste pour qu'il soit bien, quoi. Je veux qu'il manque de rien, qu'il soit... je gère tout, je suis totalement dévouée pour lui, quoi. C'est pas 5 €, c'est 16 €. 8 € par chien et ça fait 32 €. Voilà. Les chiens de Babette et de Dick sont toujours du voyage. La bise. Fan d'Elvis et de musique country, Dick Rivers semble avoir traversé les époques sans jamais changer. Même look, même voix de crooner, il assume cette image qui est devenue une seconde peau. Sauvez-moi du blues, je suis gravement amoureux de vous. Ce type a voulu devenir Dick Rivers. C'est l'histoire d'un devenir. C'est comment quelqu'un décide de changer de vie, d'endosser d'autres habits et de devenir quelqu'un d'autre, à savoir Dick Rivers. Ce qui est formidable, c'est, pour le connaître dans l'intimité, chez lui, on a l'impression qu'on rentre dans un autre espace, on a l'impression qu'on rentre au Texas. Bon, tu m'appelles, hein, pour me désangoisser, pour me dire c'est top, c'est machin. Avant de devenir Dick Rivers, ce fils unique d'un boucher niçois s'appelle Hervé Fornery. Il est un enfant de l'après-guerre, fasciné par l'Amérique, les chewing-gums, les jeans et bien sûr Elvis Presley. Je ne veux pas rester vieux garçon. Il a 15 ans, il vient de créer les Chats Sauvages. Dick Rivers est né et sa carrière démarre comme celle des rockers de l'époque, entre scandale et adoration. Dick Rivers se marie, il est vite père et divorce au bout d'1 an. Il se sépare aussi des Chats Sauvages et entame alors une carrière solo. Il rencontre sa deuxième femme, Mouche, avec laquelle il vivra 14 ans. Je l'aimais énormément. Je l'aime toujours beaucoup, mais autrement maintenant, amicalement. Mais je l'aimais énormément. Ben oui, j'ai tout quitté pour lui. Donc bon. Accroche-toi à ton sax, pipi, ça va twister. Quel rythme. Barbès, New York, Kingston, Paris, mais quel rythme. Mais Dick n'a pas tout à fait quitté Mouche. Elle s'occupe encore aujourd'hui de son secrétariat. C'est un peu le parrain. Il est très protecteur avec tout le monde, avec toute sa famille, avec Babette, avec moi. Et il adore ça d'ailleurs. Je crois que quand on prend quelqu'un qui a eu une vie, je crois qu'il faut tout prendre. Il faut prendre aussi son passé. Et c'est là où ça marche, je pense. Moi, je crois que c'est très rare. Une nouvelle femme qui accepte tout ça, quoi. De passer les Noëls ensemble, les vacances, les zoos, et tout le monde est là. Et elle fait la popote, très bien. En plus, moi, j'en connais pas beaucoup. Dick Rivers est un rocker gâté. Soutenu dans son enfance par une mère toujours à ses côtés, il a recréé son cocon familial en étant choyé par des femmes extraordinaires tout au long de sa carrière. En 2004, il a même osé le théâtre avec succès. Pour ce canon, torsion, tension, contraction, distorsion. J'ai pactisé avec le diable, vendu mon âme au plus offrant. J'ai voulu devenir enviable, je me suis offert le néant. Dans son dernier album, L'homme sans âge, encensé par la critique, Dick Rivers a trouvé l'occasion de surprendre encore en nous faisant redécouvrir ses qualités de chanteur. Le personnage médiatique qu'il a pu être, il a fait oublier finalement aux critiques qu'il était également un grand chanteur. J'ai tant voulu, tu m'as pas cru. Je suis devenu ce que je n'étais plus. Lui et ses chansons, c'est l'osmose totale, c'est ça. J'aime bien ces personnages-là, justement, qui ne font qu'un bloc avec ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comment ils chantent, comment ils vivent, l'espèce d'authenticité. C'est tout en un, quoi. C'est-à-dire que c'est lui et ça restera lui tout le temps, quoi qu'il arrive. C'est Dick Rivers, quoi. C'est quand même génial. Elvis avait l'air d'un ange. Sacrée pêche quand même sur scène. Bah, bien sûr.
de les entendre dire, là, vos copains, justement, où il n'y a pas de différence entre Hervé et Dick. C'est ce qu'ils disent. Dans ma vie privée, il y a une différence. Il y a une différence. Mais les gens ne me croient pas, mais je fais véritablement un dédoublement de personnalité. Mais ça veut dire... Ah ben ça veut dire que... Comment est Dick, comment est Hervé Fornery? C'est-à-dire que quand je monte sur scène, je deviens Dick Rivers. Quand je chante dans un studio, extraverti. quand je vais me réécouter en cabine, c'est Hervé Fornery qui écoute Dick Rivers. Mais alors, qui est venu ce soir? C'est la bonne question. C'est plus Hervé Fornery que Dick Rivers. C'est vrai. Ouais. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, oui. je disais homme heureux, c'est absolument incroyable. Réussir quand même, c'est pas évident. Travailler avec votre ex-compagne Mouche, qui est là, qui s'occupe du secrétariat, et vivre avec Babette. On prend le passé, on prend l'ancien amour, les enfants. Vous voulez que je vous dise la vérité? Quand je vivais en parfaite harmonie avec Mouche, c'est une femme parfaite, très belle, très bonne cuisinière, très bonne, enfin tout ce que j'aime, très bonne assistante psychologique, morale, enfin tout allait bien. Et j'ai eu le malheur, enfin le bonheur, de rencontrer Babette. Ce que vous dites, oui. Et j'en suis tombé amoureux. Et ça a été terrible. J'étais devenu une sorte pendant quelques mois, une sorte de bigame. Mais après, quand l'amour a eu le dessus, il me semblait impossible de continuer cette espèce de double vie, quoi. Et comme je ne voulais en aucun cas faire plus de mal à Mouche qui ne le méritait pas, j'ai voulu que sa vie ne change pas. Donc, c'est-à-dire que c'est moi, bien sûr, qui suis parti, c'est moi qui me suis reconstruit ailleurs avec Babette, et je lui ai laissé la maison et tout ça, il y a un échange. Donc, sa vie n'a pratiquement pas changé. C'est-à-dire qu'on se parle tous les jours, on se voit, on fait des bouffes, on fait tous les Noëls, toutes les fêtes ensemble, etc. Ouais. Ouais, mais dans le fond, vous avez réussi, c'est ce que vous disiez, à concilier quand même vos deux amours. Ah oui, bien sûr, oui. Ouais, mais ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Ça, on comprend. Ça a pris quand même 3-4 ans, quoi. Parce que vous leur demandez aussi pas mal. Vous demandez qu'elle ne s'occupe pratiquement qu'exclusivement de vous. Vous avez besoin de... Attendez, là, vous transformez tout. Je ne demande rien. C'est fait naturellement. C'est encore plus fort. C'est fait naturellement. Je ne suis pas du tout... Ah mais non, voilà, je vais encore paraître. Je ne me suis pas levé un matin en disant alors ça sera comme ça. Non, ce sont des femmes qui font partie des femmes qui aiment faire plaisir à leur homme, quoi. Mais est-ce que vous auriez accepté qu'une femme travaille de son côté sans s'occuper de vous? C'était impensable. C'est-à-dire que moi, ma mère s'occupait de mon papa, s'occupait de moi, et elle faisait en sorte que ces hommes, entre guillemets, son fils, mon père, etc., soient bien et travaillent bien. Vos parents. Oui. Et que malheureusement j'ai perdu. Et moi, mon truc d'homme, je dois faire bouillir la marmite, quoi. C'est-à-dire, mon rôle à moi, c'est que tous ces gens que j'aime soient protégés le plus que je peux. C'est antique. C'est l'homme qui va chercher la pitance à manger l'argent. Dans le fond, c'est ça que vous dites. Oui, c'est ça. Mais vous avez rencontré et aimé des femmes. D'ailleurs, elle le dit, Babette, formidable, je lui suis entièrement dévouée. C'est à la fois ma maîtresse, ma mère, ma confidente, ma sœur, ma femme, enfin, c'est tout, quoi, je veux dire, c'est... Et Mouche, qu'est-ce qu'elle est maintenant? Alors, avec le temps. Ça a pris mais toujours pareil, j'ai une sorte de complicité avec elle. On n'est pas loin, en plus, hein. C'est-à-dire enfin, je veux dire, au niveau carte. La porte d'à côté. Non, on va prendre Les gens, elles sont non, mais c'est vrai, moi j'habite dans le 18e. 18e, je veux dire, c'est pas très très loin, quoi, les deux maisons. Non, mais c'est le rêve, en plus, de beaucoup, et pas simplement d'hommes, même de femmes, d'avoir, c'est vrai, quand on a aimé très fortement des personnes, de les voir réunies. Pour moi, c'est un récit de science-fiction. je regarde Isabelle, je me dis, là, franchement, ça doit être hallucinant. Oui. Là, c'est trop d'amour. Là, on est en surenchère. Non, c'est bien, mais bon, il faut... Non, mais quelle est la faille? Parce que je sens qu'Isabelle va nous trouver la faille. Ah non, pas du tout. Non, la faille, c'est mon premier mariage où j'ai divorcé très vite parce que, comme tous les gens de ma génération, on s'est mariés tous très jeunes.
Parce que ça faisait partie du phénomène social. Et c'est pour ça que vous ne vous êtes jamais remarié? Ah oui. Fils unique. Oui. Ça compte aussi, ça, dans votre vie, parce que donc, ça veut dire que vous avez été choyé énormément par vos parents. Oui, mais quand on réfléchit pas très longtemps, hein. Moi, j'ai pas eu d'adolescence, je suis parti de Nice, j'avais 14 ans et demi. Mon premier disque est sorti le jour de mes 15 ans, 24 avril 1961. Donc, je veux dire, bien sûr que j'ai été choyé, mais j'ai jamais eu... moi, je suis vraiment passé de la bicyclette à la Cadillac, hein. Est-ce que ça vous a tourné la tête d'ailleurs, de passer d'un milieu où il n'y avait pas beaucoup d'argent à la Cadillac justement Non, honnêtement, je trouvais ça normal. C'est-à-dire que je faisais partie Moi, quand je me suis retrouvé au mois de juin 1961 devant des milliers de personnes au Palais des Sports, c'est aujourd'hui avec le recul que je me dis putain c'est extraordinaire ce que tu as vécu. Moi j'ai appris mon métier à l'envers, c'est-à-dire que tout d'un coup j'étais un petit con et tout d'un coup on nous a catapultés au devant de la scène quoi. C'est après que j'ai appris que c'était un métier, mais on trouvait ça normal nous et encore. Alors, je me dis à 15 ans, hein, partir dans une telle vie, un tel succès heureusement, mais si ça n'avait pas marché, qu'est-ce que vous auriez fait? Mes parents, mon père surtout était persuadé que j'allais rentrer un an après. Surtout mon père qui n'avait pas eu d'éducation, puisqu'il était fils de paysans à la montagne, à Belvédère, l'arrière-pays niçois. Donc lui, c'est normal que son fils, il avait les moyens de lui donner une éducation. Donc destination, le BEPC, le bac, etc. Et l'année du bac, j'étais au Palais des Sports. C'était très drôle parce qu'à la fois mon père avait toujours, au début, hein, dans mes premières années, son rêve caché au fond de lui-même, là on revient au fils unique, c'était que je rentre à Nice. Et parallèlement, quand les gens venaient se faire photographier avec lui dans sa boucherie du Vieux-Nice, etc., parce que les gens commençaient à savoir que c'était André, le père de Dick, etc., il était quand même très fier. Il vous l'a dit? Non. Jamais. Non, jamais. Ah oui. De temps en temps, il me disait tu chantes bien. Non. Aucun examen, pas même le permis de conduire. C'est vrai que vous avez acheté aux États-Unis. Je l'ai passé aux États-Unis. Oui. Vous l'avez acheté pour de. Non, je l'ai vraiment passé. Non. Ça fait partie de la légende. Moi, je l'ai cru. Fausse info encore. Mais bien sûr, je ne couche pas dans un jukebox, je ne collectionne pas les voitures américaines. Ni avec, oui, ça. Oh, mais ça, on l'avait compris. D'ailleurs, des fois, je regarde des vieilles biographies, c'était hallucinant, parce qu'on nous prêtait tous des parents aux États-Unis, des voyages, d'escapades aux États-Unis. Johnny Hallyday était américain, de par son père, sa mère, enfin, c'était hallucinant, quoi. Alors, ce que j'aime bien dans votre parcours aussi, Dick Rivers, on l'a vu, c'est d'avoir essayé aussi, tenté le cinéma, le théâtre. Oui. Ah oui. Parce que je suis opportuniste. Mais dans le bon sens du terme. Ouais. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est un don d'être opportuniste. Et L'homme sans âge, alors donc votre dernier album, ça, vous en êtes très fier. Oui, parce que c'est plus Hervé Fornery. Il a été quand même bien encensé par la critique. Ah bah oui. Et par une critique, en plus, qui ça vous a fait ne plaisir. se penche pas sur mon berceau, quoi. Et je passe une rencontre magique avec un garçon qui s'appelle Joseph Danvers. On a sympathisé. Au bout d'un moment, comme on avait des goûts communs, je lui ai dit, écoute, si un jour tu as une idée de chanson, comme je ne suis qu'un interprète, pense à moi. Il m'a appelé, il avait fait 3 chansons. Et quand j'ai entendu cette phrase, il m'en aura fallu des gens pour être seul. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et puis on a travaillé. L'album a enregistré début 2000. Est-ce que vous ressentez vraiment un homme sans âge, Dick? Oui. C'est facile hein, comme question, mais enfin bon. Oui, j'ai ce côté débutant. Là, je commence à peine à devenir adulte. Là, à 62 ans. Là, c'est le début. Bien sûr. Et je voudrais sortir un peu de ce personnage faussement américain que j'ai créé, je l'avoue. Mais ce qui vous pèse, c'est d'être vous, en fait, en gros. Oh, je ne suis pas toute seule. Pas mal. Parce que moi, j'allais dire, Isabelle, ce qui est amusant... Ça me pèse pour tout ce qui n'est pas musique. C'est amusant parce que quand je vous entends, j'entendais Arthur tout à l'heure, c'est beaucoup moins probant avec Liane, mais finalement, mieux vaut ne pas avoir de pseudo. Ou alors, c'est intelligent d'avoir un pseudo parce que ça permet de dire « moi, je suis quelqu'un d'autre ». Hein, Isabelle? Je me suis posé la question toute la soirée. Oui, moi aussi. Je me suis dit, est-ce que c'est pas salvateur d'avoir un pseudo? Salvateur? Est-ce que ce n'est pas un masque déjà? Est-ce que c'est pas une protection? Isabelle, c'est surtout mes papiers, moi. Je ne mélange pas les deux. Et je suis très stricte par rapport à ça, quoi. C'est vraiment quand je monte sur scène ou le costume de scène et le nom, ça en fait partie. Comme on est des gens, heureusement pour nous, un peu connus,
On est tout le temps en apparence, en représentation. Tu vas, je sais pas, tu vas bouffer dans un resto, tu vas pas y aller avec tes bigoudis en disant bonjour, c'est Eliane. Ah, vous pensez qu'il faut endosser le costume dans notre vie? Non. Pas endosser le costume imaginaire, je veux dire. Non, mais... On peut prendre un pseudo en cours de route? Oui, on a le droit à tout. Je vais y penser. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous. Hein. Merci. Et nous poursuivons cette émission avec l'un des hommes les plus admirés et les plus critiqués aussi. Riche, beau, célèbre, ce philosophe engagé, très médiatisé, a pourtant réussi le tour de force de ne jamais parler de sa vie intime. Mais ce soir, Bernard-Henri Lévy, puisqu'il s'agit de lui, a décidé de se raconter une grande première. Je le retrouve juste après ce portrait en images. Philosophe, écrivain, cinéaste, héritier d'une immense fortune, de New York à Paris en passant par Marrakech, Bernard-Henri Lévy a définitivement imposé son style. À 60 ans, il garde une allure de jeune homme. Avec son éternelle chemise blanche pour étendard, il est devenu au fil du temps une bête médiatique. Et même dans sa vie privée, Bernard-Henri Lévy est sous les feux de la rampe. De ses 2 premiers mariages sont issus 2 enfants, Antonin avocat et Justine écrivain. Mais c'est avec la très glamour Ariel Dombal, sa 3e épouse, qu'il vit depuis 20 ans une histoire digne d'un roman. Bernard-Henri, c'est l'être le plus vulnérable, le plus tendre, le plus inquiet, le plus tourmenté qui soit, sous des allures de grand fauve. Vous voyez ? Je me suis mis parmi les fauves, et il est un fauve. C'est un grand prédateur. Je l'aime. Infatigable baroudeur, il est de tous les combats, de toutes les causes. Partout où est la guerre, il poursuit inlassablement sa route à travers le monde. C'est un écrivain et un homme tout le temps en mouvement. Épuisant à suivre, qui n'habite jamais 8 jours de suite le même lieu, la même ville, qui dans une année aura fréquenté, je pense, au moins une 40aine de pays. L'Afghanistan où il rencontre le commandant Massoud, le Bangladesh, le Cambodge, la Bosnie ou le Darfour, autant de pays, autant de reportages. Le philosophe se définit lui-même comme un touriste du désastre. Lui, c'est le jeune homme combattant éternel. D'une heure à l'autre, il décide de partir aux confins de la Géorgie ou de l'Afghanistan. Il a cette espèce d'audace, ce courage, ce côté éternel résistant, combattant. Et ça, on peut dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bernard-Henri Lévy. On est obligé de constater qu'il y a peu de gens à 60 ans qui ont encore la fougue militante d'engagement de ces 20 ans. Bernard-Henri Lévy vit avec l'obsession de combattre cette barbarie à visage humain qu'il dénonçait déjà dans son premier livre. Et c'est là qu'il explose médiatiquement en 1977 dans l'émission Apostrophe. Bon, Bernard-Henri Lévy, est-ce que c'est vous qui avez lancé cette appellation de la nouvelle philosophie, le nouveau philosophe? Moi, je crois pas. Moi, je crois que ceux qui ont lancé l'appellation, c'est François Aubrac et Xavier Delcourt, mais enfin, ils en parleront tout à l'heure. Bon, ça n'est pas vous. Je crois pas. Vous répondrez non, tout à l'heure, ce que je peux dire, effectivement, c'est qu'il y a des raisons de génération. C'est le fait qu'on est tous à peu près venus à la politique, aux idées au même moment, c'est-à-dire en mai 68. C'est vrai qu'il était assez incroyable d'innocence et de force. C'était même assez foudroyant, il faut bien reconnaître la fameuse chemise, les cheveux, la cigarette même. C'était, on appelle ça un moment de grâce. Une apparition qui fait date et qui impose jusqu'à aujourd'hui son image publique de dandy médiatique. C'est effectivement un beau gosse, un jeune premier de théâtre, un rimbaldien. C'est Gérard Philippe qui sait écrire, quoi. Dès l'enfance, il suit les meilleures études et fréquente très tôt l'élite. Bref, il jouit d'une jeunesse de petit prince dans les beaux quartiers. Son père André Lévy, né dans une famille pauvre d'Algérie, a fait fortune en construisant un empire dans l'industrie du bois. André Lévy, c'était des cheveux blancs magnifiques, une crinière de lion, une tête, un vrai visage, une vraie gueule, comme on dit, un regard direct, une grande solidité. C'est un homme qui probablement avait souffert dans sa jeunesse en Afrique du Nord, qui avait ensuite créé sa petite entreprise, grimpé petit à petit les échelons de la vie économique, pour arriver finalement dans l'establishment de l'économie, qu'il n'aimait pas des masses. On le lui rend bien quand arrivent les problèmes financiers pour la famille Lévy. C'est justement le grand patron François Pinault qui vole à leur secours, et d'ailleurs, il a ses raisons. Probablement que nos origines modestes l'un et l'autre créent un lien, une plus grande compréhension, et sa façon d'agir dans
dans la vie, ressemblait peut-être à quelques traits de caractère que je peux avoir, oui. Par la suite, l'ami du père devient l'ami du fils. Je le considère comme mon fils parce que je crois qu'on a... Peut-être que pour lui, je suis un peu comme ce que représente André Lévy, je ne sais pas, vous lui poserez la question, mais moi je le considère comme un fils et j'ai pour lui une immense affection, c'est exact, oui. Détendez-vous, Philippine. Tout va bien. Je suis si émue d'être ici. Mais Bernard-Henri Lévy n'a pas que des amis. Et lorsqu'en 1997, il réalise un film inspiré par l'amour qu'il voue à sa femme, la comédienne Arielle Dombal, il est hué et assassiné par la critique. Sans compter les biographies à charge qui le dénoncent comme un homme de réseau, mégalomane qui construit sa propre gloire. Il a un réseau d'influence absolument fantastique et qui doit en grande partie à son énorme énergie, à sa capacité de travail. Il est 12 heures par jour accroché à son portable, à téléphoner, à rendre service. Il rend beaucoup de service, BHL. Le monde est divisé entre ceux qui ont connu les piscines de BHL à Marrakech et Tanger, et puis les autres, comme vous, moi, qui sommes condamnés donc, à la grisaille parisienne. À son tour, Bernard-Henri Lévy a décidé de répliquer avec un autre mal-aimé des critiques, le célèbre écrivain Michel Houellebecq. Ensemble, ils viennent d'écrire Ennemi public qui fait couler beaucoup d'encre. Je n'ai jamais vu souffrir d'une attaque basse ou vile. Non, cela dit, évidemment, on a tous envie d'être aimé plutôt que détesté. Il doit être un peu comme ça. Je ne sais même pas s'il est comme ça. Je ne sais même pas si une bonne dose de détestation ne lui est pas un stimulant. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Mireille Dumas. Alors, il a raison, votre ami Jean-Paul Enthoven. Une bonne dose de détestation peut vous servir de stimulant? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Que le prix à payer pour des positions que je prends soit la détestation, ça je le sais. Je prends souvent des positions très impopulaires qui me valent une grande inimitié. Mais ça, j'en prends le risque. J'en prends le risque, voilà. Est-ce que vous pensez que d'être beau, riche et célèbre, finalement, est quelque chose qui vous a coûté cher? Alors vous allez me dire, je me sens ni beau... ni célèbre, ni riche. Non, je vais surtout vous dire que ce serait d'une outrecuidance et d'une coquetterie insupportable que de dire ça. Les gens les femmes ou les hommes qui sont beaux, qui sont en plus éventuellement un peu riches et qui sont célèbres, c'est un atout extraordinaire, c'est une chance folle. Et ceux qui s'en plaignent et qui disent « mais comment, mais ça va coûter beaucoup, la jalousie de mes contemporains, etc. » se moquent du monde. Moi, les caricatures les plus horribles qu'on écrit sur moi, les biographies dégoûtantes, des tissus de ragots, etc., ça me fait pas de mal parce que je m'y reconnais pas, parce que ça parle de quelqu'un d'autre. Et puis quand vous me dites ça, beau, célèbre, machin, etc., c'est pareil. Une autre caricature. C'est une autre caricature, une caricature symétrique. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de me débrouiller avec mon corps, avec ma névrose, avec ma part de folie, avec ma volonté d'écrire, avec mon incapacité parfois à le faire, avec ma peur, Alors, je voulais vous demander, vous qui êtes un obsédé du secret, qui détestait justement parler de l'intime, pourquoi vous avez accepté d'être ici ce soir? Je n'aurais sûrement pas accepté sans ma correspondance avec Michel Houellebecq, qui a en effet déverrouillé quelque chose. C'est vrai que j'étais installé depuis 30 ans j'étais claquemuré dans un système de verrouillage, de secret, de peur phobique de l'aveu. Et là, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose que je ne m'explique pas moi-même. Brusquement, un verrou a sauté, oui. Donc voilà, du coup, je suis là, c'est comme l'épilogue de ce livre. Qui vient d'être publié donc, chez Flammarion Grasset, Ennemi public. Voilà. Alors j'aimerais lire l'un des passages qui est écrit par Michel Houellebecq. Nous avons l'un comme l'autre cherché avec persévérance les jouissances de l'humiliation et du ridicule, et nous y avons remarquablement réussi. Reste que notre véritable désir est, comme tout le monde, d'être admiré, aimé ou les deux. Oui, lui a envie d'être admiré, aimé. Moi, je vous répète, c'est pas mon cas. Pas envie d'être aimé? Par mes proches, oui. Par très peu de gens, par mes amis, par ma famille, par mes enfants, naturellement. Mais pour le reste, ce que je veux, c'est convaincre. Moi, je suis content quand je rentre du Darfour et que j'ai l'impression que
qu'il y a des gens qui en savent un peu plus sur le Darfour après mon retour. Je suis content quand je vais à la frontière d'Israël et du Liban pendant la dernière guerre du Liban, il y a 2 ans, et que je reviens en disant des choses que les gens n'ont pas dites ou que le consensus général ne veut pas entendre. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est là où je me sens le plus moi-même et où j'ai le sentiment, voilà, de ne pas vivre tout à fait pour rien. Et aussi parce que c'est une dette aussi à payer à la société, le sentiment d'avoir une enfance, jeunesse privilégiée. Oui, mais c'est aussi votre devoir. Bien sûr. Pas de devoir, de dette. Je crois que c'est plutôt ça, de dette. Oui, bien sûr. Je pense que quand on a reçu autant que j'ai reçu, autant de quelques privilèges aussi, je crois on est endetté, bien sûr. Mais d'une façon générale, et ça c'est une question philosophique, je crois que être un humain digne, c'est être en dette. Je le crois, mais métaphysiquement. Et pourtant, vous écrivez « Je peux faire toutes les mises au point, je ne ferai qu'aggraver mon cas de salaud de bourgeois qui ne s'intéresse aux damnés de la terre que pour faire sa publicité. » Oui. Et un aveu considérable dans ce livre, quand même, de votre part, où vous dites, certes, vous êtes engagé, mais que vous voulez toujours être le premier, être le premier à découvrir, être le premier. Voilà, ça c'est vrai. Alors ça va me coûter très cher sûrement, on va me ressortir ça pendant des années, c'est possible. C'est comme ça. C'est courageux de le dire. C'est imprimé. C'est vrai que j'ai le goût de la performance. Ça c'est vrai. Performance, ça veut dire j'aime être l'idée d'être le premier à arriver à Sarajevo. C'est moche peut-être, mais c'est comme ça. Le jour où j'arrive en avril 92 à Sarajevo, à l'époque où il n'y a pas encore le pont aérien, c'est vrai qu'il y a une espèce de jouissance obscure et pas à avoir fait ce que d'autres peut-être n'ont pas fait. C'est vrai qu'il y a des raisons impures. Il y a des raisons impures, comme pour tous les intellectuels engagés et comme pour tous les reporters de guerre. Ces raisons impures, je les donne. C'est vrai que j'ai le désir de vivre au-dessus de mes moyens. Oui. Je tiens. J'ai repris, je la lis parce que c'est une jolie phrase. J'aime que l'on puisse se hisser au-dessus de soi, de sa taille et du destin qui vous a été donné. Voilà. Alors c'est à la fois horrible de dire ça, c'est égoïste, c'est penser à soi, c'est se mettre au milieu de l'histoire alors qu'on ne devrait pas y être. Mais voilà, si on décide de dire la vérité, il faut bien le dire. C'est vrai qu'il y a ça. Bien sûr. Comme rappeler aussi que vous avez été l'un des premiers, je crois, à rencontrer Barack Obama. Oui. Qui a été élu il y a un mois. Non, mais vous aimez bien aussi ça, c'est mon côté un peu Ramnard, ça. Mon côté un peu Ramnard, c'est vrai que je l'ai un peu beaucoup dit. Mais qu'est-ce que je vous dise ? C'est un fait. Ramnard ou pas, c'est un fait que j'ai rencontré Barack Obama il y a 4 ans et que j'ai écrit dans les heures qui ont suivi un article, 4 ans avant, alors que les Américains eux-mêmes le connaissaient à peine, que j'intitule « Un Kennedy noir ». Et que mes éditeurs me font changer, ils me disent qu'il faut dire un Clinton noir parce que Kennedy n'exagérait quand même pas. Bon, c'est comme ça, c'est un fait. Alors, vous dites aussi que longtemps, lorsque vous étiez jeune homme, vous avez hésité comme modèle d'homme entre votre maître, Althusser, philosophe, et Paul Albou, playboy, qui avait tenu dans ses bras pendant un temps Brigitte Bardot, et que vous en étiez jaloux. C'est vrai que les modèles sont très différents. J'avais 13 ou 14 ans, oui, et je vois la photo de cet homme, dans Paris Match peut-être, avec la plus belle femme du monde, qui était, et qui est toujours, d'une certaine manière, Brigitte Bardot. Et bien sûr que, comme je dis aussi dans ce livre, qu'il y a 2 choses qui m'ont intéressé dans la vie, vraiment. Failli me dire, oui. Voilà. La littérature. Et aimer. Voilà, oui, la littérature et l'amour des femmes, et d'une femme en particulier, à plusieurs reprises, mais d'une femme. Donc pour moi, tout ça est extrêmement mêlé. Et c'est vrai qu'un séducteur magnifique avait pour le jeune homme que j'étais, ça aussi c'est politiquement très incorrect, mais pour un jeune homme de 15 ans, peut-être même un peu plus tard, quelqu'un qui se prépare à entrer à l'école normale supérieure, à être un écrivain, etc., il n'y a pas beaucoup moins de gloire à être un grand séducteur qu'à être un grand intellectuel. C'est vrai. Alors, j'ai un peu changé depuis. Aujourd'hui, je crois que les grands intellectuels, c'est beaucoup mieux que les grands séducteurs. Ce qui est formidable, je vous interromps, excusez-moi, mais ce qui est formidable, c'est que des années après, vous avez quand même épousé la femme aussi de Paul Albou, du même. C'est vrai.
Ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, c'est incroyable, vous êtes allé au bout de vos rêves. Alors, il n'était plus avec Brigitte Bardot, il avait épousé Ariel Dombal, cet homme. Et vous lui avez ravi, si je puis dire, son épouse. C'est incroyable. Vous savez tout. Je sais tout parce que je l'ai lu. En fait, vous nous donnez des clés. Ça, on le sait. Oui, ça, on ne le sait pas. Mais enfin, bon, voilà, oui. Moi, j'ai lié les choses, ça me semble... Oui, c'est vrai, oui. Donc, c'est une façon quand même d'aller au bout des choses. Vous êtes quelqu'un qui va tout le temps au bout des choses. Je vais assez souvent au bout des choses, oui, bien sûr. Tout le temps. Oui, quand je tourne un film, je vais au bout des choses. Quitte à vous faire même sous massacrer. Même sous les crachats, comme c'était le cas dans la petite scène que vous avez montrée tout à l'heure, je vais au bout des choses. Je ne fais pas les choses à moitié. Ça, c'est vrai. Alors, vous disiez justement que vous avez 2 passions dans la vie, écrire et aimer les femmes. Et à la question « Pourquoi écrivez-vous ?», vous répondez « Parce qu'on ne peut pas faire l'amour toute la journée ». Et « Pourquoi vous faites l'amour ? Parce qu'on ne peut pas écrire toute la journée ». Entendre ces choses que nous écrivons avec Houellebecq, oui, là, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Oui, c'est vrai que moi, comme il n'y a que ça qui m'intéresse, écrire, poursuivre mon petit trajet entamé il y a 30 ans. Et puis la deuxième chose qui m'a intéressé toute mon existence, c'est en effet l'amour. Voilà. Les écrivains font comme si on écrivait avec le cerveau. C'est la même pulsion, voilà. C'est ça, la même énergie. Les écrivains nous font croire, et encore plus les philosophes, qu'ils écrivent avec la tête, qu'ils pensent du cerveau comme on pense du nez. Je ne sais plus, c'était un mot de... moi, je ne crois pas. Je crois qu'on écrit vraiment avec son corps. Je crois qu'on écrit avec sa libido au sens le plus noble et au sens le plus trivial du terme. Je crois que la manière dont une phrase tombe, dont un paragraphe se prend sa course, dont une page se tend et se détend, je crois, je ne vais pas vous faire un dessin, que tout cela n'est pas sans analogie avec ce qui se passe dans une activité assez bien connue par les bipèdes mâles et aussi féminins. C'est la même affaire, c'est la même énergie. Casanova, d'ailleurs, le savait bien, qui écrivait sur le dos de ses maîtresses ses plus beaux textes. Il les écrivait sur le dos de ses maîtresses, presque sur la chair de ses maîtresses. Ce qui veut dire besoin d'aimer pour écrire et d'écrire pour aimer ? Oui, j'ai été marié 3 fois, oui. Voilà, Ariel étant ma femme désormais. Mais c'est vrai que toutes les périodes de mon œuvre ont toujours coïncidé avec l'entrée dans ma vie d'une femme. Cette aventure-là, l'aventure littéraire, serait inconcevable pour moi. Si je n'étais plus aimé, si je n'aimais plus, je crois que j'arrêterais d'écrire. Alors, je voudrais que l'on écoute juste quelques paroles d'Ariel Dombal, que j'avais reçue il y a 1 an, ici même à votre place. J'ai trouvé quelqu'un qui était à la hauteur de cette passion aussi et qui m'a laissé entendre que la fidélité et le bonheur de l'amour physique pouvaient durer très longtemps sans que ça vous mène à la mort. J'essaye toujours de l'étonner, de le séduire. Il faut toujours séduire la personne avec qui on vit. Ce n'est pas... On se jure fidélité, on jure que ce sera pour toujours, mais rien n'est jamais acquis, tout est à recommencer tous les matins. Il y a des millions de femmes ravissantes, il y a des millions de tentations. Oui, bien sûr, tout le monde a peur, tout le monde a peur. C'est un travail de tous les jours, de vivre, ça fait combien de temps ? Plus de 28 ans maintenant que vous connaissez, non ? 20 ans, 25 ans, oui. C'est ce qui est compliqué, justement, de faire durer. C'est ce qui est difficile dans le couple. Je ne crois pas. Non ? Moi, je crois que la quotidienneté ne fait rien à l'amour. Je ne crois pas... je ne crois pas que l'amour soit entre un homme et une femme, ou entre 2 hommes d'ailleurs, ou 2 femmes. Je ne crois pas que ça soit comme une espèce de stock qui s'userait à force de se frotter, à force que l'on s'y frotte. Je ne crois pas que ça marche comme ça. Est-ce qu'on aime les gens pour leur force et leur gloire, ou est-ce qu'on les aime pour leur petite faiblesse et leur vulnérabilité ? Moi, je crois qu'on les aime pour les deux, et peut-être davantage pour leur vulnérabilité. Et la vie quotidienne, c'est le lieu même où la vulnérabilité apparaît. Vous savez, je suis un écrivain plutôt pessimiste et je suis un homme assez joyeux. Je ne vis pas les choses... Mais ça me semble évident, pour vivre avec Ariel, qui est quelqu'un de très joyeux. De très joyeux, absolument. Justement. Et elle m'aide à être joyeux. Une des choses que je trouve très belle chez elle, c'est
qu'elle prend des risques, elle fait des choses. Je parle de son métier. Oui, oui. Je parle de son métier. Elle prend des risques insensés que très peu d'actrices se prendraient à sa place, ou elles y réfléchiraient à 15 fois avant de les prendre. Elle y va comme un petit soldat courageux, comme un petit taureau impulsif. Et ça a beaucoup d'allure, ça, c'est magnifique. Alors, dans le livre écrit avec Michel Houellebecq, Ennemi public, vous parlez l'un et l'autre de votre père, plus Michel Houellebecq de sa mère, mais vous, assez peu quand même, comme si elle avait été absente dans votre enfance. Et pourtant, elle était là. Elle était plus que présente. Ma mère était charmante, elle était jolie, elle était drôle, elle était incroyablement espiègle et ravissante. Jusqu'à la fin de sa vie, elle avait une très jolie silhouette et des jeunes gens la regardaient quand elle se promenait. Donc un modèle de mère, femme magnifique. Oui. Vous n'avez jamais douté de l'amour maternel? Pas une seconde. C'est même la source de mon grain de folie à moi, de ma liberté, de peut-être des audaces excessives que je peux avoir parfois. C'est là, c'est que j'ai le sentiment d'avoir été aimé pour toujours, et que cet amour-là, il me suit comme un faisceau de lumière, comme un halo protecteur. J'ai 60 ans, je vivrai encore, j'espère, longtemps. Je sais que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai l'ombre de cette mer au-dessus pas l'ombre, la clarté de cette mer qui me guidera, qui fera que j'aurai peur de rien. Quand on a été aimé ainsi, on n'a peur de rien. En fait, vous êtes, j'allais dire, bardé de l'amour maternel et paternel. Oui. Parce que votre père, c'est la figure et le modèle absolu. Oui. Enfin, c'est l'admiration. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Celui qui m'a montré le chemin, c'est en effet mon père, oui. Il m'a montré pourquoi il fallait être un peu plus grand que soi. Pourquoi les humains n'étaient vraiment des humains qui valent la peine d'être nés, que s'ils sont un peu plus grands que soi. Et il vous l'a montré en geste, finalement. Oui, c'était pas des leçons, c'était son exemple. Mon père a une vie très belle et une jeunesse héroïque. Oui. Une jeunesse héroïque. Pendant 2 guerres, d'ailleurs. Voilà, la fin de la guerre d'Espagne, puis les forces françaises libres. Et un père admirable, c'est une étoile qui vous élève. C'est une voilà. Belle photo. C'est même pas la peine de parler, il suffit de voir ça. Parce que tout est là. Oui. Parce que tout est là, parce que son extraordinaire bonté. Et voilà. Et en même temps, un homme qui s'est créé seul. Oui. Et ça, pour moi, ça a été un exemple extraordinaire. Et tout à l'heure, on parlait des raisons inavouables de faire certaines choses. Il y a vraiment des circonstances de ma vie où je me demandais, mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère? Ou lorsque je me retrouvais en Colombie, avec un commando de paramilitaires déments et psychopathes dont le palmarès comprenait des décapitations, des éventrements de femmes enceintes et ainsi de suite. Quand je me demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, la figure qui surgissait et qui d'un seul coup faisait que ça devenait évident, c'était lui. Voilà. Je me disais, c'est ce qu'il aurait fait, c'est ce qu'il ferait à ma place, et c'est ce qu'il a fait avant moi avec les fascistes de son temps. De toute façon, c'est une histoire qui est très très forte avec votre père, puisqu'il vous a aidé à certains moments. Il m'a suivi dans toutes... Oui, c'est ça, financièrement. Il m'a accompagné dans toutes mes bêtises. Il avait cette même chose... dans le film, je crois. Hein. Oui, ça, c'était pas une bêtise, mais c'est vrai. Il lui est arrivé à plusieurs reprises de se dire que je faisais une bêtise. Il y allait. Mais il y allait quand même. Mais quand il a failli faire faillite avec son entreprise, à ce moment-là, vous l'avez aidé, puisque c'est vous qui êtes allé chercher François Pinault pour qu'on comprenne l'histoire. Dans ces cas-là, dans la vie économique, c'est comme dans la vie tout court. Quand vous n'avez besoin de personne, tout le monde est là. Quand vous avez un genou à terre, il n'y a plus personne, sinon des gens pour vous mettre le pistolet dans la nuque et pour attendre l'heure. Vous êtes démené pour trouver. Et pour attendre l'heure de vous achever. Et c'est vrai que dans cette jungle qu'est la vie économique, il y a eu un homme qui s'est conduit en gentleman avec quelqu'un qui était pourtant son adversaire depuis 25 ou 30 ans, c'est François Pinault, et il s'est conduit de manière magnifique. Ils se sont reconnus l'un l'autre, mais c'est vrai que c'est moi qui suis allé le trouver, c'est vrai, oui. D'ailleurs, il a dit qu'il avait rarement vu un fils aimant tellement son père. Mon père est mort depuis maintenant 13 ans,
Et il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de jour où je ne pense à lui, où il ne revienne, parfois dans le sommeil et parfois dans l'état de vigilance. J'imagine, parce que comble du destin, en plus, il est mort il y a 13 ans, le jour de votre anniversaire. Oui. Et je crois qu'il y a un message, je crois que ça a un sens. C'est une façon de passer un témoin le jour de ma naissance, oui, à quelques heures près. À quoi vous avez pensé, justement, ce 5 novembre dernier? Vous avez fêté d'ailleurs vos 60 ans? Non. Le jour de vos 60 ans? Non. Le 5 novembre de chaque année, depuis 1995, c'est à mon père que je pense avant de penser à mon... C'est tellement singulier comme... C'est pour ça que je vous en parle. Comme situation. Bien sûr, je ne fête plus mon anniversaire et ma première pensée, le 5 novembre en me réveillant, c'est une pensée pour cet homme magnifique qui est mort trop tôt. Alors, vous avez parlé de vous en tant que fils, beaucoup, mais comme père, quel genre de père vous êtes justement? Oui, c'est vrai, c'est drôle, oui. Parce qu'on est d'abord le fils d'eux. Hein. Oui, d'abord, je me suis pas tellement posé cette question, mais, et là pour le coup, ça ne pose pas dans le livre, mais la première chose que j'ai essayé que j'essaye aujourd'hui encore de les aider à garder vivant en eux, mais enfin ils le font très bien tout seuls, mais quand je peux y contribuer, je le fais, c'est maintenir en eux la mémoire de mes parents, c'est-à-dire de leurs grands-parents. Donc c'est la transmission. C'est une transmission, oui. Je crois qu'être un père, c'est déjà transmettre. Et puis il y a la question de ce que c'est qu'être juif aussi. Parce que vous dites que vous êtes un juif heureux. J'ai compris qu'il y avait une autre manière d'être juif, qui est une manière heureuse, glorieuse, positive, pas comme un truc qu'on reçoit seulement et qui est comme un fardeau qu'il faut essayer de porter vaille que vaille, mais au contraire comme une lumière. Comment vous vivez, vous, le déclin inévitable de l'âge? Alors là, je vais être très, très, très franc et peut-être terriblement ingénu et naïf, mais vous avez rappelé tout à l'heure que j'avais 60 ans depuis quelques semaines. Parce que vous me l'avez dit. Je vous l'ai dit. Je pouvais le dire. Mais bien sûr, bien sûr. Je crois qu'on a plusieurs âges dans sa vie. On ne vieillit pas jour après jour. Je crois qu'il y a comme il y a des âges de la Terre, le Crétacé supérieur, il y a des âges dans une vie d'homme ou de femme. Moi, je sais que dans mon cas, il y a une période de ma vie qui doit se terminer à l'adolescence, qui n'a pour moi aucune espèce d'intérêt, dont je parle jamais. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un étranger qui me ressemble à peine. Puis il y a une deuxième partie qui doit aller jusqu'au moment où je deviens écrivain. Et puis, il y a vraiment une espèce de troisième naissance, qui est le moment où je commence d'écrire, et là, je me sens le même. Donc, toutes ces histoires d'être fidèle à l'enfant qu'on était, oui, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, oui, vous le reconnaissez, ce petit garçon? À peine. Et c'est marrant parce que je vous assure que je serai un très mauvais client pour la psychanalyse. Je n'ai quasiment pas de souvenirs d'enfance. Alors là, quand je vois cette image, bien sûr que ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas de souvenirs d'enfance, je ne m'intéresse pas à mon enfance, je ne fouille pas dans ce que Malraux appelait le tas de secrets, ce petit sac-là, ce sac à malice. Oui, vous avez horreur de ça. J'ai horreur de ça, parce que c'est un autre. Et vous vous sentez mieux aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ou 40 ans? Je me sens toujours aussi mal dans ma peau et toujours aussi bien dans la... Attendez, les gens qui sont bien dans leur peau, c'est horrible, c'est odieux. Donc je ne suis pas totalement bien dans ma peau et je ne suis pas mieux dans ma peau aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Vous avez écrit « Ne pas céder à cette illusion de la transparence, c'est toujours à son détriment que l'on sort de l'ambiguïté ». Alors je suis mal parti ce soir. Alors. je suis mal parti ce soir. Alors ce soir-là, au-delà du livre. Au-delà du livre, dites-vous, il y a un avant et un après le livre. C'est surtout ça. Parce que vraiment, je m'étais enfermé dans un système de construction de secrets. À l'image de votre père? À l'image de mon père, oui, qui était une sorte d'énigme vivante dont les proches ne savaient à peu près rien, dont je ne sais moi-même à peu près rien aujourd'hui. Je l'ai immensément aimé. Il m'a donné tout ce que je vous ai dit qu'il m'a donné. Et étrangement, tant d'années après sa mort, je sais très peu de choses de lui. Il reste ce bloc de mystère qu'il était de son vivant. Et donc, jusqu'à ce livre, je crois que j'ai été fidèle à cette leçon du père. Mais là, d'une certaine manière, avec le livre écrit avec Michel Houellebecq, Ennemi public, et ici ce soir, c'est une façon aussi de rompre la loi du père, le secret, sans le trahir. Sans le trahir, voilà. J'allais le dire parce que je vous sentais inquiet. Voilà, sans le trahir. Il y a une très belle phrase de Baudelaire qui disait qu'il était le tombeau de son père.
qu'il était lui-même le tombeau vivant de son père. Et je crois que les fils ou les filles sont les tombeaux de leurs parents. Et aider ses parents, même après, même quand ils ne sont plus là, à respirer un peu plus, c'est peut-être un des devoirs d'un fils. Et puis, ce livre, c'est un peu une lettre au père. Peut-être pour lui dire au père qu'au fond, sortir du secret n'est peut-être pas si périlleux que cela. Moi, je dirais qu'on peut sortir plus fort d'avoir dit un peu la vérité. Oui. C'est sur cette parole que l'on va se quitter. Ben oui, ça va, vous ne regrettez pas qu'on soit allé justement exhumer quelques secrets? Non, je ne regrette pas. Ce livre, c'est l'ouverture du cachot. Et c'est bien d'avoir continué de le faire ici, après le livre. Si c'est ça, bien sûr. Merci à vous. Merci Myriam. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, nous retrouvons dans 3 semaines pour une émission spéciale fête de fin d'année sur France 3, bien évidemment. Pour en savoir plus ou pour réagir, retrouvez le site Vie privée, vie publique sur france3.fr. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.